Et coucou les gars. Oula, ça c'était pas prévu. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos vies. On se retrouve déjà pour le dernier épisode de la série Back to School. Je suis trop triste. C'était du taf de sortir des vidéos chaque dimanche, mais je vous jure, je sais pas, ça va manquer. Comme vous l'avez vu en story Instagram, si vous me suivez sur Insta, cette vidéo sera une FAQ école, réorientation, santé mentale à l'école, habiter à Paris pour les études, etc. Bref, un nouveau format pour encore vous diversifier. Avant de commencer, je vais quand même me présenter pour les nouveaux si jamais vous tombez sur cette chaîne au 4e et dernier épisode. Moi, c'est Sophia BNB. Je suis étudiante en communication et créatrice de contenu. Cette chaîne me sert vraiment de journal intime de tout ce que j'ai envie de créer. Tu peux trouver des vlogs voyages, des conseils pour les cours, des vidéos lifestyle, mes potes, bref, que des good vibes. C'est vraiment ce que je kiffe. Et voilà, on essaye d'être régulière parce que cette année, je suis en année sabbatique avec l'école. Je fais une pause entre mon Master 1 et Master 2. Donc, j'espère que j'aurai encore plus de vidéos à vous proposer sur la chaîne YouTube. En tout cas, je vais donner toute mon énergie dedans. Et voilà, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux rien rater. Et on va commencer le ask sans plus tarder. Je vais aller tout de suite fort aux questions et on peut commencer. Ah ouais, il y en a beaucoup. Oh, ah ouais, il y en a vraiment beaucoup. Bon bah c'est pas grave, on va répondre à tout. En tout cas, je vais essayer de regrouper les questions qui se ressemblent. Comme ça, j'essaye de répondre à tout et personne ne se sent oublié. Première question, j'ai trop de questions sur les... c'est trop bizarre de faire des FAQ. Nous qui voulions une DA 2016, faut que je me concentre parce que je n'arrive jamais à me concentrer quand je raconte des histoires et que je réponds à des questions. Bref, j'ai trop de questions sur les échanges universitaires. S'il te plaît, raconte juste tout en détail. Alors, comment s'est passé mon échange universitaire? Donc moi, j'ai fait un échange en licence 2 quand j'étais à Paris en Panthéon-Sorbonne et je suis partie en Indonésie. Ce qui s'est passé, c'est que en L1, j'ai à peine mis les pieds à l'université que les profs m'ont dit va là-bas, tu pourras jamais postuler pour un échange en Indonésie parce que c'est à partir de la licence 3. Donc j'ai quand même forcé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé en interne, donc dans le service des échanges universitaires et le service qui s'occupe en fait de tout ce qui va être relations internationales. Mais tout s'est passé en interne. Donc c'est pas moi qui allais toquer à la porte de Universitas Indonesia pour leur dire hey, est-ce que vous voulez d'une étudiante française? Tout s'est passé sur le site de Paris 1 dans la rubrique partir à l'étranger et j'ai cherché, fouiné le site internet et je me suis rendu compte que les inscriptions c'était jusqu'à mi-octobre je crois ou fin septembre. Ça s'est passé vraiment très rapidement. Directement fallait postuler, faire un CV en anglais, mais j'avais aussi un projet d'études à faire, c'est-à-dire que je devais aller sur le site de la faculté accueillante, je crois que c'est comme ça qu'on le dit. Bref, donc là en l'occurrence Universitas Indonesia et en gros je devais montrer les cours qui m'intéressaient dans leur maquette pédagogique et les mettre dans mon projet d'études, donc c'est juste un PDF comme ça, tout mettre dans le dossier. Dans l'année où je suis partie, j'ai conscience que c'était pas très sélectif entre guillemets de partir à l'étranger en Indonésie. C'était pas le cas pour les autres pays, mais en Indonésie, il fallait plus de 13 de moyenne générale et il fallait pas de test d'anglais encore. Mais l'année juste après où je suis partie, Paris 1 ont commencé à demander des tests d'anglais, donc TOEFL, TOEIC et tout. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué. Faut juste le savoir avant et franchement, faut foncer. Faut ni écouter les profs qui vous disent c'est mort, ni écouter les gens qui vous disent mais quoi, qu'est-ce que tu vas faire toute seule là-bas à l'étranger et tout. Va, fais ton expérience parce que c'est une expérience qui franchement, elle a transformé ma manière de voir les choses et ma vision du monde. Je te jure que partir à l'étranger pour faire ses études, ça a rien à voir que partir à l'étranger pour des vacances parce que t'as ton loyer à payer, t'as ton appartement, tu dois te faire à manger toute seule, t'as tes cours, tu dois te faire des potes en anglais. Si t'as pas un bon niveau en anglais au début, ça va être compliqué, mais du coup, ça va te pousser à évoluer en anglais, etc. Enfin, bref, c'est changeant, transformant de ouf. C'est peut-être la première fois que tu vas vivre solo aussi, la première fois que tu vas te retrouver aussi loin à l'étranger. Et en fait, ça va tellement balayer toutes les croyances que t'avais dans ta tête. Et en fait, c'est trop incroyable parce que c'est vraiment la sensation d'un nouveau départ, je trouve. Et quand tu reviens vraiment différent. Et toutes les personnes avec qui j'ai parlé, qui ont fait des échanges, mes potes qui étaient avec moi en Indonésie, gros cœur sur eux, qui sont revenus, en fait, quand on se parle, ça n'a rien à voir. Genre vraiment, nos visions de la vie ont complètement changé. Et comme tu m'as dit de te raconter tout dans les détails aussi, je pense que t'as peut-être des questions sur comment est-ce que j'ai trouvé un appartement là-bas et pour les bourses, c'était comment. J'ai vu qu'il y avait une question sur les bourses, donc je vais la laisser pour ça. Mais pour l'appartement, pareil, ça s'est tout fait en interne parce que généralement, quand tu pars avec une école ou une fac, eux, ils ont déjà les contacts, les canaux, ils sont déjà faits. Toi, t'as juste à fouiller sur le site internet, envoyer des mails et ne pas avoir peur de saouler parce qu'il faut envoyer des mails. T'écrases ton ego. Et puis généralement, ils ont déjà les contacts pour les logements, les appartements et tout ce qui va être aide, bourse, etc. J'espère que j'ai répondu. J'ai été le plus global possible. Deuxième question. J'ai besoin d'un Mac pour les cours, mais le coût
tête de mort, est-ce que tu as des conseils? Honnêtement, je te conseille d'avoir un ordinateur portable pour tes études supérieures. Les mails, les cours, etc., ça n'a rien à voir avec tout ce qui va se passer au lycée. Donc c'est vrai qu'avoir un ordinateur portable, ça te facilite la vie. Maintenant, Mac, t'es pas obligé d'avoir un Mac. Si t'as pas les moyens d'avoir un Mac, c'est pas grave du tout. Quand je ferai le montage, je vais faire mes recherches et je vais demander moi à mes potes, parce que je sais que j'ai des potes à la fac qui ont des ordinateurs autres que Mac et qui s'en sortent très bien, genre des Asus et tout. C'est ultra relou le truc, tu sais, quand tu rentres en L1 et que t'es dans ton amphi et toi t'ouvres ton ordinateur qui fait grave du bruit parce que c'est pas un Mac et tu vois tous les gens là avec leur Mac et tu dis oh my god, je crois que je suis en retard. Mais sache que c'est pas l'ordinateur qui va te faire tes résultats scolaires. Ensuite, n'oublie pas que le site Back Market existe. C'est trop bien, en fait, c'est un site de reconditionnement. Donc il y a que des appareils reconditionnés. Tous mes iPhones, je les ai achetés sur Back Market. Genre tous. Je crois depuis le collège, je les achète tous sur Back Market parce que c'est moins cher, c'est du reconditionné, etc. Et que j'ai jamais encore eu les moyens d'aller au Apple et dire hey, passe-moi un iPhone tout de suite, right now. Donc, je l'ai fait pour mon Mac parce que j'ai payé en 4 fois avec les aides étudiantes et tout ça. Donc, il y a Back Market que je te recommande comme site. Sinon, il y a Unidays aussi. C'est un site d'offres étudiantes qui te donne moins 10 ou moins 20%, je crois, sur Apple si vraiment tu veux un Mac. Et sinon, il y a aussi des offres Unidays sur tous les autres appareils. Je crois qu'ils sont aussi en collab avec Samsung. Donc, voilà, essaye de regarder. Mais en tout cas, t'es pas obligé d'avoir un Mac. Si vraiment tu vois que t'as pas les moyens et que t'as pas envie de forcer tes parents à t'acheter ça, c'est grave ok. Genre, c'est ok. Tu vas trouver d'autres ordinateurs et sans te culpabiliser. Troisième question. Est-ce qu'on devrait avoir peur de se réorienter? Voilà, sinon j'adore ce que tu fais. Bah merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Et pour la question, est-ce qu'on devrait avoir peur de se réorienter? Non. Non, si tu te sens pas bien dans tes études, vraiment pas bien. C'est pas que t'as un peu la flemme d'apprendre, mais que dans le fond, tu sais que c'est un domaine qui te plaît. Si vraiment t'aimes pas tes études, le matin t'as la boule au ventre pour aller à l'école, réoriente-toi. Réoriente-toi. Il est jamais trop tard. Même si t'es en master, tu peux très bien recommencer. Et comment connaître un domaine qui vous plaît? Parce que c'est bien beau de savoir ce qu'on veut pas, mais c'est un peu plus compliqué de savoir ce qu'on veut. Et bah dans ce cas-là, faut tester des stages bénévolement. Essayez d'intégrer des associations, d'aider en fait bénévolement dans les domaines qui vous conviennent. Si par exemple, je sais pas, imaginons c'est la communication. Non, on va prendre un autre exemple parce que je vous ai déjà parlé de mon cas, genre je suis passée de l'économie à la communication. Imagine, je te dis t'es en médecine et en fait c'est pas ça qui t'anime, c'est vraiment genre tout ce qui va être finance, budget, gérer les finances, etc. Parce que plus tard, je sais pas, t'as trop envie de taffer dans une assurance. Franchement, si j'étais toi, en parallèle de mes études de médecine, je pense que ça peut être ultra formateur pour toi de prendre un moment où t'as moins de cours dans tes études de médecine. C'est la pause d'été là. Va toquer dans une association et demande-leur à aider bénévolement dans tout ce qui va être gestion de budget, finances, etc. Et du coup, tu vas te retrouver avec une activité associative qui n'a rien à voir avec tes études parce que l'associatif, ça aide énormément à côté des études à savoir ce que t'aimes, ta manière de travailler, etc. Et donc, si tu fais ça, tu vas te retrouver avec des gens qui bossent sûrement en licence d'économie ou en master de finance, etc. Et toi, en fait, tu vas te retrouver avec ton bagage médecine, mais à travailler avec des gens qui sont dans la finance, budget, etc., etc. Et donc, avec cette expérience associative, tu pourras voir si oui ou non c'est quelque chose qui te plaît et si tu as envie d'approfondir académiquement dans ce domaine-là. Et puis, dans tous les cas, je finirai sur si tu te retrompes, c'est pas grave. Parce que ça existe des personnes qui se réorientent et qui se rendent compte qu'en fait, j'avoue, c'est pas un truc qui leur plaît. Mais c'est pas grave. Genre vraiment, après le bac, c'est pas la course. C'est toi, ton rythme. Tu fais en fonction de ce que tu veux. Si tu veux faire une pause, tu fais une pause. Si tu veux faire une année sabbatique, tu fais une année sabbatique. Si tu veux te réorienter, tu te réorientes. Mais faut pas avoir peur de pas suivre, en fait, le chemin classique de première année, deuxième année, troisième année, master 1, master 2. Et après, tu t'insères professionnellement parce que c'est pas comme ça. Et t'auras beaucoup, en fait, des trucs qui vont se recoller et puis tu vas faire ci, et après tu vas faire une passerelle. Et après, en fait, tu vas recoller ci. Et avec un stage, tu vas te rajouter d'autres compétences et tout. Et à la fin, Inch'Allah, tu t'arriveras à un domaine et quelque chose qui te plaira. Quatrième question. Comment est-ce que tu combines les cours et les voyages? Oh my god. Alors, pour combiner les cours et les voyages, comment est-ce que je fais? Parce que c'est vrai que sur TikTok, des fois, je fais des vidéos. Et en fait, le truc de TikTok, c'est que c'est pas forcément ta communauté qui regarde tes vidéos. C'est souvent des inconnus et tu tombes dans leur pour toi. Et du coup, ils comprennent rien quand je dis que, j'avoue, je suis partie en voyage et que je suis étudiante. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai eu plusieurs types, on va dire, de calendrier académique. Comme j'ai changé beaucoup de fac, etc. Quand j'étais à la Sorbonne,
c'est vrai que nos vacances, elles étaient tout le temps avant les partiels. Donc t'avais quasi jamais genre 2-3 semaines, un mois de break entre le semestre 1 et le semestre 2. Ce que je faisais, et bon, j'espère que mes anciens directeurs et tout, ils vont pas tomber dessus, mais ce que je faisais quand j'avais un calendrier académique comme ça, avec les vacances avant les partiels, du coup des vacances qui servent en fait à réviser les partiels, c'est que pendant les vacances, je révisais à fond les partiels, je pensais pas aux vacances, je pensais à rien du tout, parce que c'est impossible pour moi de partir en vacances alors que je sais très bien que j'ai des examens après, ça va me chambouler. Et dès que je finis les partiels, parce que je sais que moi avant en licence, j'avais genre 3 absences d'autorisées dans le semestre pour les TD, et les CM, c'est libre, genre c'est toi qui vois. Je voulais pas m'habituer à sécher les TD et les CM, surtout les CM, parce que ça, vas-y, en vrai, quand tu viens à la 4e séance et que t'as rien compris, t'as quand même raté 1 mois de cours et de théorie et tout, donc t'as du boulot à rattraper. Mais 2 semaines, je me disais c'était jouable. Donc ce que je faisais, c'est que la première semaine à Paris 1, les TD, ils commençaient pas encore. Donc en vrai, je séchais que les CM. Une première semaine de CM, j'allais pas être là. Et la deuxième semaine où les TD commençaient. Donc en vrai, ça me faisait 2 CM par matière ratée. Mais comme le premier CM, en vrai, c'est que les présentations, le syllabus, tout ça, en vrai, on s'en fout. Je rattrapais et je ratais un TD. Et comme le premier TD, pareil, c'est comme le premier CM où c'est présentation du semestre, syllabus, présentation du professeur, chaque étudiant se présente, etc. Puis allez, je ratais rien de grand. Donc en fait, ce qui se passait à Paris 1, c'est que je ratais tout le temps les 2 premières semaines. Et voilà. Mais faut en avoir conscience. Si tu fais ça, faut juste se dire que le premier CM et le premier TD que tu rates, faudra par contre les rattraper, parce que ça m'est déjà arrivé de sécher et de pas rattraper, et j'ai regretté et je suis passée au rattrapage. Bref, donc c'est pas le truc le plus parfait à faire, mais si vraiment c'est le seul moyen pour toi de voyager en études, bon c'est pas forcé, c'est pas forcé, tu peux attendre l'été, mais si vraiment t'as trop envie de bouger, j'avoue que je te conseillerais de faire ça. Sinon quand j'étais à Assas, mon calendrier académique il me permettait de voyager parce que là, du coup les vacances elles étaient après les partiels. Genre on avait le premier semestre, on enchaînait avec les partiels, il y avait pas de break de révision, vraiment c'était t'enchaînes directement, et après t'avais les vacances d'hiver, Noël et tout, et là je pouvais partir. Et à Sciences Po, j'étais choquée de l'apprendre, mais on a 1 mois de vacances d'été en janvier. Genre tout janvier, t'as pas cours. Enfin, vraiment, j'ai dit mais pardon. Et c'est comme ça que j'ai pu partir au Vietnam l'année dernière, parce que vraiment, j'avais 1 mois de vacances. Et voilà comment j'essaye de combiner avec mon calendrier et tout. Mais pour la Suisse, c'était pendant mes vacances d'octobre. Et je sais que j'ai des potes qui sont en alternance et eux, en fait, ils font en fonction, tu sais, des gros week-ends. Quand il y a un pont, genre jeudi, c'est férié et après t'as samedi, dimanche, bah ils posent vendredi et lundi. Et comme ça leur fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Comme ça leur fait 5 gros jours et ils peuvent faire des week-ends, genre partir en Suisse, Amsterdam, Copenhague et tout. Enfin bref. Les gars, la luminosité, elle a sûrement changé parce que entre temps, je suis sortie, je pouvais pas faire la vidéo d'une traite, mais bref, on continue comme si de rien n'était. Quelle est ta méthodologie de travail? Alors, ma méthodologie de travail, elle a beaucoup changé en fonction de mes études. Au début, j'étais pas du tout à fond parce que justement, je pensais que je pouvais y aller détente, les mains dans les poches comme au lycée. En fait, je me suis vite cassé la gueule parce que j'avais eu une moyenne. J'ai vu combien de moyenne? Je sais que j'étais pas très loin de la moyenne, genre je devais être peut-être à 12. Quelque chose comme ça. Mais comme au lycée, j'avais genre 16 de moyenne et je suis passée à 12 directement, j'étais en mode oula, j'avoue que là, on va commencer à apprendre à travailler. Et c'est vrai qu'à la fac, j'ai appris en fait à comprendre avant d'apprendre par cœur. Et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, dans ma méthodologie, je détaille vraiment tout dans le premier épisode de la série Back to School si jamais c'est un sujet qui t'intéresse. Mais globalement, j'essaye d'aller à tous les cours, sauf quand je vous ai dit quand il y a des vacances, parce que les vacances, c'est les vacances en fait. Donc j'essaye d'aller à tous les cours et j'essaye aussi d'avoir tous mes cours de complet avant de terminer la semaine parce que c'est vrai que chaque semaine en fait j'avais mes CM et mes TD qui étaient liés au CM de la semaine dernière. Et sinon, une bonne technique d'apprentissage que j'ai appris grâce à des potes qui sont en médecine, c'est la technique de la feuille blanche. Alors en gros, tu prends une feuille blanche, à côté j'ai des fiches, parce que je fais quasi tout le temps des fiches pour les cours. Je prends ma fiche, je la lis à voix haute, ok. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que après je me la cache et je prends ma feuille blanche et j'essaye de tout recracher sans essayer de tricher en lisant ma fiche de révision. Cette méthode de la technique de la feuille blanche, les gars, elle est incroyable. Parce qu'en fait, tu creuses ton cerveau à essayer de ressortir ce que tu viens juste de lire et
forcément, au début, tu recraches pas tout, mais tu te forces. Qu'est-ce que j'écris là? Tu fais travailler de ouf ta mémoire visuelle et ta mémoire kinesthésique, du coup, puisque t'as écrit ta fiche. Enfin, avec cet exercice, faut être dur avec soi-même. C'est pas juste, je sais pas, vas-y, je vais regarder. Faut vraiment creuser, parce qu'au fond de toi, tu sais ce que t'as écrit. Et une fois que je relis la fiche, bah là, ça y est, je sais que c'est une information qui est tatouée dans mon cerveau, je vais pas l'oublier. Donc ça, c'est une très bonne méthodologie d'apprentissage. Et puis après, c'est quoi ma méthodologie? C'est aussi de pas donner les mêmes efforts partout dans toutes les matières en fonction des partiels qu'il y a à la fin. Je vous ai dit, travailler plus intelligemment, mais pas forcément plus longtemps. Ce qu'on veut, c'est cibler en fonction des matières. Donc ce que je fais, c'est que au début de chaque semestre, je regarde le type de partiel que j'ai dans chaque matière. Les matières où il y a des dissertations, c'est des matières où je sais qu'il faut que je commence à écrire dès le début du semestre. Et les matières où il y a des quiz, je me dis bon, ou des QCM, je me dis bon, c'est un petit peu plus détente. Après, évidemment, ça dépend si c'est à point négatif ou pas. Mais globalement, quand c'est un QCM, je me dis qu'il y a moins de taf qu'une matière où il y a des dissertations. Donc voilà. Question suivante. Faut que je commence à répondre rapidement. Parce que là, je vois, je débite de fou. Mais il y a là les questions. Je veux pas que la vidéo fasse 4 heures. Comment se faire des amis à l'école MDR? C'est trop dur, il y a trop de monde. Sacrée question. En gros, le meilleur conseil en vrai que je te donnerais si jamais... Déjà, félicitations si tu viens de rentrer dans le monde supérieur, dans les études supérieures et tout, parce que c'est vrai que ça peut être très impressionnant de voir autant de personnes, autant de monde. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de rester toi-même et d'être souriante. Parce que quelqu'un qui est souriant, forcément, ça donne envie d'aller vers lui. Et toi, tu te sentiras un petit peu plus en confiance pour aller vers des gens. Ensuite, n'hésite pas à être dans les groupes WhatsApp. Si par exemple, t'es dans une fac ou quoi, il y a beaucoup de groupes WhatsApp qui se font. Et là, tu pourras voir un peu s'il y a des sorties qui se font, des cafés, des restos, des after school ou quoi, des endroits en tout cas où tu pourrais rencontrer des personnes. Si ton école, ta fac ou quoi propose aussi des activités, genre des options sport ou des options de langue ou quoi, ça peut être une très bonne opportunité parce que vous allez être plus en petit comité. Sinon, quand t'as des travaux de groupe, en vrai, reste ouverte. Tu vois, genre, si vous pouvez travailler en dehors de l'école, vous retrouvez dans un café, dans une bibliothèque ou quoi, c'est souvent dans les petits travaux comme ça de groupe où tu fais des connexions et où tu arrives à apprendre à connaître en fait les gens qui sont dans ta promo ou quoi, et où tu fais des très belles rencontres. Question suivante. Comment tu fais pour garder la motivation et le moral quand on vit seul? Merci beaucoup. C'est chaud parce que la motivation et le moral, je l'ai pas tout le temps. Quand on vit seul, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que la solitude, des fois, en fait, quand tu l'as choisie, c'est vrai que c'est kiffant. Mais quand tu l'as subi, c'est autre chose. Des fois, je vais me réveiller et tout et je serai vraiment le moral à zéro parce que soit je sais pas, je suis toute seule ou alors il y a des trucs qui font dans ma vie perso ou familiale ou quoi qui font que j'ai le moral vraiment à zéro. Mais ce que je fais pour essayer de garder le moral quand je vis seule et que vraiment j'ai les blues de la solitude, c'est de voir mes amis. De pas rester seule, vraiment de pas rester seule, parce que je me rends compte que en fait j'ai des amis sur Paris qui sont soit qui aussi vivent solo et qui comprennent mes moods de solitude, soit d'autres qui vivent pas solo et qui sont avec leur famille et qui du coup ont plein d'énergie à redonner et à qui en fait ça fait aussi du bien, genre eux ça leur fait aussi du bien de voir des gens qui habitent solo, parce que je sais pas, genre c'est des moments en one to one ou quoi, ou enfin c'est très qualitatif, c'est des moments très qualitatifs. Donc le truc numéro 1 que je fais quand vraiment j'en ai marre de la solitude de vivre solo, c'est sortir voir des gens. Parce qu'on est des êtres sociaux et que ça fait du bien de sortir, même si tu parles pas. Juste avoir quelqu'un à côté de toi, quelqu'un que t'aimes bien, et juste la présence te fait du bien et elle est réconfortante. Je trouve que ça fait beaucoup de bien à la solitude qui est subie. Maintenant, si malheureusement personne n'est dispo pour toi pour te voir, ou que t'as juste des gens qui sont pris et t'as pas envie d'être dépendante de ces personnes-là, et je te conseillerais vraiment de romantiser des trucs de ton quotidien et qui te font kiffer. Exemple tout simple. Imagine, t'as ton train de vie qui va à 1000 à l'heure, t'as les cours, t'as ton job étudiant, t'as, je sais pas moi, ta famille à voir, ou même si t'as pas ta famille à voir, mais en tout cas, ton quotidien est vraiment très prenant. Un truc qui fait du bien à tout le monde, c'est de ralentir et de prendre du temps pour juste faire une bonne douche, bien manger, etc. Quelque chose qui pourrait te faire du bien, c'est genre que tu prennes, je sais pas, un moment, par exemple le samedi soir après ta semaine de cours, où tu ralentis et tu te dis là, c'est mon moment avec moi-même. Et ma vidéo YouTube que je me suis toujours dit d'aller regarder, mon podcast qui est dans ma liste d'attente qui m'attend,
mon livre qui est dans ma liste d'attente qui m'attend, je sais pas moi, cette activité créative hors du téléphone qui me ferait grave du bien. En fait, des choses comme ça que tu laisses un peu pour après, qui en fait juste demandent à être vécues et qui te feront beaucoup de bien et qui vont te permettre en fait de faire le vide. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dit que voir les gens, ça fait du bien parce que ça te permet aussi de faire le vide. Mais s'ils sont pas dispo, prends une activité, prends une longue et bonne douche bien chaude qui te fera du bien. Et c'est des petits moments comme ça du quotidien ou des moments tout bêtes qui en fait quand tu les fais vraiment en présence et avec tes 5 sens qui sont activés, qui pourront vraiment te faire du bien petit à petit. Et puis voilà. Mais en tout cas, si c'est des moments à répétition dans lesquels tu te sens vraiment pas bien, n'hésite vraiment pas à en parler parce que c'est pas facile. Et la santé mentale, je sais que c'est quelque chose qui peut être intimidant. Et des fois, on a honte d'en parler, etc. Mais il faut vraiment pas garder ça pour soi. Parce que quand tu intériorises, tu finis souvent par exploser envers les mauvaises personnes, des gens qui t'aiment et qui sont là pour toi au quotidien et qui ont rien demandé. Alors que si tu communiques au quotidien, les gens vont comprendre tes états d'âme. Les gens, ils vont comprendre comment tu fonctionnes, si tu vas bien, si tu vas pas bien. Donc voilà. Et aussi, dernier truc, je pense que c'est bien de pas se mettre la pression avec le fait d'avoir tous les jours de toute ta vie où t'es souriante, heureuse. En fait, faut juste accepter des fois qu'il y a des jours où t'es juste à zéro, comme ça. Ou des jours où t'es en down. Et c'est pas grave. T'as juste besoin je vais grave faire la ricaine, de rest. Juste, t'as besoin de repos. Des fois, t'as juste besoin de relâcher la pression, calmer ton système nerveux. Et c'est des trucs, des fois, tout bêtes, qui sont comme une épingle, tu vois, un pic, comme la sorcière Karaba dans Kirikou, qu'il faut juste enlever. Et des fois, c'est parler. Des fois, c'est rester avec des gens que t'aimes, qui t'enlèvent cette épingle et où tu te sens mieux dans ta solitude. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de santé mentale, parce que c'est un sujet très important, et je sais que parfois il est tabou, encore plus quand t'es une personne racisée, ouais, c'est la honte, parce que nous, on va pas avoir de psychologue, parce que nous, c'est pas pour nous, etc. Pas du tout. La santé mentale, c'est un sujet qui touche absolument tout le monde et c'est pas une honte d'aller consulter. C'est pour ça que je veux remercier le sponsor de cette vidéo, qui est BetterHelp. Moi, je suis super contente de travailler avec eux. Donc, en gros, BetterHelp, c'est quoi? C'est une plateforme qui regroupe plein de thérapeutes et de psychologues qui sont tous certifiés à l'agence régionale de santé, donc l'ARS. Quand tu t'inscris sur le site de BetterHelp pour avoir ton espace, au début, tu as un quiz et je trouve que c'est ça qui est vraiment bien parce que c'est personnalisé vraiment en fonction de ta personnalité, de tes caractéristiques et de toute ton identité. Ton futur thérapeute prendra en considération ton orientation sexuelle, ton genre, ta religion, ta profession, ton âge, etc. Et tous ces paramètres combinés, ça donne un individu qui peut être toi comme moi, qui est à l'intersection de plein de critères en fait, qui seront compris par un thérapeute qui ne te discriminera pas par rapport à ça et qui le prendra en compte, ok? Il va pas te décrédibiliser par rapport à ça et ça, je trouve ça vraiment trop important parce que juste ne pas comprendre une caractéristique de l'identité de quelqu'un, malheureusement ça peut fausser tout le diagnostic psychologique et ça peut en fait avoir un biais où tu te dis ah ouais, mon thérapeute en fait il est biaisé, genre il voit pas mes problèmes d'un point de vue vraiment extérieur et décentré sur par exemple je sais pas mon voile ou mon orientation sexuelle par exemple, et en fait il va tout relier à ça. C'est sans engagement, très important parce que des fois on fait des abonnements et en fait on est obligé de rester pendant 1 an. Là c'est sans engagement, si tu veux partir tu pars et tu peux changer de thérapeute aussi, très important. Et enfin, ce que j'ai trouvé grave cool, c'est que tu peux échanger de plusieurs manières avec ton thérapeute, donc par messagerie, téléphone et visio. Et donc voilà, si jamais ça peut vous aider, vous permettre de faire un premier pas et vous avez moins 10% avec mon lien en description. Ça fait très longtemps qu'on discute avec BetterHelp, etc. pour travailler ensemble et je voulais vraiment tester, comprendre, en parler avec des personnes qui ont testé, pas vous présenter n'importe quoi parce que la santé mentale, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment pas quelque chose que je prends à la légère personnellement parce que j'ai été touchée par énormément de choses, je continue à être touchée aussi. Voilà, donc merci au sponsor de la vidéo BetterHelp et on continue avec la prochaine question. Ensuite, il y a tellement de questions. Est-ce que tu sais si lors des échanges, on touche quand même la bourse Crous et si on a une aide pour la vie à l'étranger, etc. Évidemment que oui. Si vous pensez que votre go était parti à 19 ans sans aide, sans rien du tout, vous vous trompez bien fort, ok? Je ne suis pas l'enfant de Macron. Je vais vous expliquer les aides que j'ai découvertes au fur et à mesure qui, moi, m'ont aidé pendant mon échange. Tout d'abord, j'avais la bourse Crous.
Ok, cumulable avec la bourse Mobilité Île-de-France. Si vous habitez en Île-de-France, il y a la bourse Mobilité Île-de-France. Si vous habitez dans une autre région, il y a forcément une aide pour la mobilité. Elle est utilisable une fois tout au long de la scolarité. Donc là, si demain je décide de refaire un échange, je pourrais pas être éligible, mais donc j'ai pu cumuler elle et la bourse mobilité Île-de-France. Et en plus de ça, il y avait une bourse par l'université accueillante, donc Universitas Indonesia, qui nous a donné 1200 € pour un semestre. Donc tu divises, je suis restée là-bas genre 4 mois plein à l'école, ça faisait 1002 divisé par 4, ça faisait 300 € par mois. Et cumulé, donc Crous, Mobilité Île-de-France plus la bourse de l'université, j'avais 700 € par mois d'aide, sachant que en Indonésie, c'est vraiment pas cher. Genre le logement, je l'ai eu pour 300 €. Donc j'ai vraiment pu bien m'en sortir. Et supplément, les 2 mois d'avant, j'avais travaillé en CDD chez Sephora et j'avais coffré tout mon CDD. Genre j'avais pas touché. Donc j'avais eu 1000... J'ai gagné combien chez Sephora ? 1100 je crois, 1100 ou 1002 par mois, donc ça faisait quand même beaucoup. Donc j'ai fait 1100 plus 1100 ça fait 2002, plus les 1002 de l'université 3004 je crois, en tout que j'ai réussi à économiser et avoir en aide et avec mon job étudiant chez Sephora. Et sinon avec 500 € qui me tombaient chaque mois avec le Crous et la bourse mobilité Île-de-France. Voilà. C'est que malheureusement, on connaît pas assez les aides. Genre, c'est soit tu parles à une personne qui t'en parle comme ça d'un coup et t'arrives à tomber sur The Aide. Et il y a plein de trucs comme ça sur Internet qu'il faut chercher. Et en fait, il y a plein d'aides qui existent pour les étudiants quand tu pars à l'étranger ou même quand tu restes. Et même quand tu as un stage, tu peux avoir des bourses. Donc voilà, faut rester à l'affût. En tout cas, moi, je vous ai donné les bourses que je connaissais. La bourse mobilité Île-de-France et la bourse Crous que tu peux toucher même quand tu pars, quoi. Question suivante. Je suis morte. T'étais plutôt quel élève en classe? Alors moi, qu'est-ce que j'étais en classe? J'ai été le genre d'élève... En fait, moi, j'étais plusieurs élèves en classe. Au collège, j'étais l'élève qui foutait un petit peu la merde. Mais en cachette. Vraiment en cachette. Les profs n'ont jamais vu. Ils ont jamais vu parce que j'aimais trop. En fait, c'était trop le divertissement, le collège. C'était trop marrant et je regrette absolument pas. Par contre, je rigolais archi pas avec tout ce qui était contrôle, DM, devoir à rendre, etc. Ça, je rigolais grave pas. Donc, s'il y avait un truc à rendre et que soit je devais sortir, soit je devais rester dans la cour ou rester en perme pour faire la clown et tout, ça je le faisais pas du tout parce que j'avais conscience des enjeux qu'il y avait après. Mais par contre, j'étais super détente. Donc j'étais toujours je me souviens des souvenirs que j'ai et de ce qu'on me disait. La genre de meuf un peu moustique là qui court partout, c'est un électron libre. Voilà, j'étais un électron libre, j'étais un peu partout. J'avais pas genre un groupe attitré de potes ou quoi, mais j'étais un petit peu partout. Après, quand je suis arrivée en seconde, on sait pas pourquoi, j'étais vraiment... j'ai eu des périodes dans mes... j'ai eu des périodes, je vous jure, non. Donc, bagarre... tout ça. Je sais, on ne dirait pas du tout. Donc voilà, j'avais une personnalité où je me laissais pas faire à l'école. Et je regrette pas du tout parce que franchement, au lycée, des fois, quand vas-y, t'es trop gentil, on va trop t'écraser. Donc vaut mieux choquer une bonne fois pour toutes que les gens te laissent tranquille. Voilà, sinon j'allais pas chercher les problèmes parce que je trouve que ça sert à rien du tout. Mais j'étais très concentrée à l'école. Très concentrée à l'école. Honnêtement, si t'es au lycée et que t'es une meuf, reste concentrée. Les mecs n'ont rien à faire, ok? Faut rester de son côté, voilà. Faut pas trop les cas là, eux, ils sont dans leur côté, ils sont dans leur puberté et tout, donc ils calculent beaucoup les filles et tout. Mais toi, reste concentrée. Après, quand je suis rentrée à la fac, concentre là-haut parce que je savais très bien que je voulais retenter Sciences Po et je me disais là, j'avoue, là j'ai plus le temps des blagues, j'ai plus le temps des dramas, j'ai plus le temps des sortir à droite à gauche et tout, c'était trop bien. Mais là je savais que c'était surtout à partir de la L2, je savais que c'était des moments où je devais lock-in, donc j'étais devenue en fait l'élève très sérieuse, très j'avoue, j'ai pas trop le temps de sortir à droite à gauche, mais parce que moi quand je voyais les stories des gens qui sortaient, ils étaient à des soirées, ils étaient à des trucs, j'avoue, j'étais en mode ah ouais, moi je crois que j'ai pas une bête de vie étudiante. Mais quand je vois que c'est des sacrifices que j'ai pris et qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus détente dans mon master, j'ai une bonne vie sociale, alhamdoulilah, j'ai une bonne vie étudiante, etc. Je me dis, je regrette pas du tout ces 3 années-là, ou même 2 années-là, L1, L2, L3, où j'étais ultra concentrée. Donc, ça a fait quand même des va-et-vient, mais les dernières années de ma vie étudiante, j'étais quand même l'élève très studieuse, très premier rang, très...
je sors pas après les cours, je suis tout le temps à la bibliothèque, voilà, emploi du temps de ministre, mais parce que je révisais tout le temps et j'étais tout le temps à la BU en fait. Voilà. Comment t'as su allier école, voyage, contenu sur les réseaux? On veut tout savoir. Oh, catastrophe, les gars, catastrophe. C'est compliqué. Honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Ça m'a créé plusieurs fois des gros moments d'anxiété que j'avais pas du tout avant. J'ai déjà terminé à l'hôpital en début d'ulcère à cause de l'anxiété parce que je me mettais trop la pression pour les cours, les réseaux et les voyages en même temps. Enfin là, c'était plus cours et réseaux. En vrai, c'était en L1 et ça, il y a peu de personnes qui le savent. Donc bon, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont... Désolée, je gratte un bouton de moustique. Il y a beaucoup de gens qui vont être choqués, enfin qui m'ont connue à la fac et peut-être qui regarderaient la vidéo et qui vont être choqués parce que j'avais toujours l'air heureuse avec gros smile et tout, alors que j'ai quand même raté des partiels parce que j'étais à l'hôpital à cause du stress et de l'anxiété. Mais voilà, donc juste disclaimer, c'est pas toujours facile, mais globalement, je pense que c'est par période. Il y a des périodes où je sais que c'est la priorité l'école, donc je cala plus les réseaux. Voilà, les réseaux sociaux, même si j'adore ça, même si c'est ma passion et tout. De toute façon, je sais que vous le savez aussi un peu, parce que si vous me suivez sur Insta, je vous partage beaucoup mon expérience avec l'addiction au téléphone, les réseaux et juste l'importance des cours. Et en fait, on va dire que c'était un peu par période. Il y a des périodes où je savais que dans la jauge, je fonctionne beaucoup, enfin très rationnellement, on va dire, et ordre de priorité. Il y a des moments où ma priorité, c'était les cours et c'était pas les réseaux. Donc forcément, les réseaux, ça passe à la trappe. Je vais faire quelques stories, je vais faire des petites photos par-ci par-là, mais un peu comme si, en fait, j'étais pas créatrice de contenu, tu vois. C'était pas vraiment du contenu instructif avec de la valeur et tout, mais je restais avec mon compte public et tout, voilà. Et je me concentrais sur les cours. D'autres moments, surtout depuis le master, où je vais pas dire que les cours, ça vaut moins, mais je veux dire, j'ai atteint un peu mon niveau académique et je me dis que je voulais, et donc je me dis tranquille, là ça y est, tu peux enfin te reposer, Sophia, et te concentrer plus sur les réseaux. Donc là, dans mon emploi du temps, j'ai beaucoup plus de choses qui sont liées à la création de contenu et mes projets vidéo que les cours. Et pour les voyages, comme je vous ai dit dans la question, je crois que c'était numéro 2 ou numéro 3, je fais en fonction de mon calendrier académique et universitaire, les moments où je peux, les week-ends dispo, etc. Mais j'ai toujours privilégié l'école parce que je sais que même si je suis sur les réseaux sociaux, avoir un bagage académique, c'est super important. Au moins une sécurité, tu vois. Demain, si je veux tout arrêter, évidemment, diplôme en poche, tchala, et que je veux me lancer sur les réseaux à 100%, je peux, mais j'ai ultra conscience que c'est quand même quelque chose de précaire et t'as pas un salaire fixe tous les mois, genre tu sais pas si le mois d'après tu pourras remplir ton frigo ou payer ton loyer. Je sais que si je sens que c'est chaud ou juste que je sens que, j'avoue, j'ai plus trop envie de tourner autour de ça, je pourrais me retourner vers mon diplôme et vers des métiers un peu plus traditionnels, on va dire. Mais voilà, comment j'essaye d'organiser, c'est vraiment par priorité et je crois vraiment pas, moi, vous savez, à l'équilibre parfait qu'on essaye souvent de nous faire croire et qui nous fait trop culpabiliser la plupart du temps, en mode... Je gère parfaitement le temps alloué à mes études, à ma passion, à la création de contenu, au sport, à ma famille, etc., etc. Parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et des fois, quand t'es obsédé par quelque chose, par ta passion, ça empiète sur ton sommeil. Donc, si toi, t'es dans ce cas-là, je te conseille vraiment de fonctionner par ordre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi tout de suite là maintenant et te focus dessus parce que tu peux pas te focus sur tout en même temps. Un chasseur qui essaye de chasser tous les lièvres en même temps n'en a aucun au final. Voilà. Mais c'est très compliqué, hein. Très très compliqué d'allier tout. Ça demande beaucoup de cardio, mais c'est faisable. Honnêtement, c'est faisable. Dernière question, promis, comment t'arrives à gérer les cours et l'influence? Parce que j'entends par là d'embrasser tout le monde en entier sans l'impression d'être trop ou pas. Tu nous sors toujours des bangers et tu t'aides à l'école en parallèle à la Oumma Balik. Merci beaucoup. J'essaye à fond. Comme je vous ai dit, c'est question de priorité. Donc des fois, je cala pas trop les réseaux parce que je sais qu'à l'école, je dois charbonner et faire mes preuves, etc. pour m'assurer mon diplôme et bon, voilà. Mais quand j'ai pas ça, j'essaye de vous sortir des bangers parce que je me focus sur ma passion.
Donc déjà, merci beaucoup. Et comment j'arrive à gérer les cours et l'influence et par là embrasser tout le monde en entier. Déjà, j'embrasse pas tout le monde en entier. En fait, c'est un peu compliqué vraiment pour être honnête avec vous, à 100% honnête avec vous. Je vous mens pas, j'ai un peu trouvé remarqué une différence de traitement chez les gens depuis que je suis sur les réseaux sociaux et ça me brise trop le cœur parce que ça change rien. Enfin, je veux dire, les réseaux sociaux n'ont pas changé ma personnalité ni mes valeurs ou quoi. Enfin, je suis toujours la même personne et j'essaye toujours de rester à terre et je préviens tous mes proches. Si jamais un jour vous voyez que je m'envole dans l'espace et que ma tête elle est décrochée de mes épaules et que je me prends pour je sais pas qui, une ou deux baffes là comme ça, et il s'arrange juste que je me réveille. Donc j'essaye vraiment de rester exactement la même, mais c'est sûr que des fois c'est un peu compliqué, pas tout le temps. Mais je vais vous expliquer pourquoi des fois c'est compliqué. Parce que quand tu arrives dans un nouvel endroit et que les personnes te reconnaissent des réseaux sociaux, déjà c'est un sentiment très bizarre parce que t'es en mode genre d'où ça me reconnaît, enfin t'es très gêné, très timide. En vrai, au début ça me créait beaucoup de syndrome de l'imposteur où je me disais mais à quelle heure on me reconnaît, surtout à l'école, très bizarre, un lieu où je vais tous les jours. Donc ça m'avait créé un peu une carapace. Je calculais personne mais j'évitais un peu tout contact et toute discussion, etc. Parce que j'avais l'impression, du coup je devenais parano où je me disais ah ouais mais en fait là tout le monde a déjà vu mes TikTok, alors qu'en fait pas du tout. Tout le monde a ses vies, tout le monde a sa petite vie. Ok, peut-être il y a 2-3 personnes, t'es tombé dans l'or pour toi, mais tranquille, genre vraiment redescends. Mais redescends pas dans un sens où je me prenais pour je sais pas qui, vraiment dans un sens où ça me créait genre une timidité mais de malade mental. Deuxième point, pourquoi c'est compliqué, le sentiment de timidité et de gêne, il a quand même diminué pas mal, donc ça me fait quand même du bien. Et l'anxiété sociale, elle a quand même diminué. Mais je trouve que des fois, c'est compliqué quand tu arrives dans des nouveaux endroits, soit parce que les personnes vont se donner un peu une carapace, j'ai remarqué, de timidité et de gêne, de la même manière que moi, j'avais eu au début. Donc, elles vont être gênées, elles vont pas être... tu sens qu'elles sont pas elles-mêmes parce qu'elles sont très gênées. Et toi, ça te gêne en fait qu'elles sont gênées. Et tu le ressens parce que t'as un sixième sens et t'es en mode mais t'inquiète, genre juste sois normal. Tout va bien se passer, je vais pas te juger, je sais pas qui. Ok, viens, on est juste détente comme en primaire. Genre je vais ni te juger, ni ton apparence, ni ce que tu me racontes et tout. Enfin, t'inquiète, genre je suis un humain basique. Donc soit ça crée ça, soit ça va créer un sentiment malsain chez certaines personnes, et je l'ai déjà ressenti et ça me gêne trop. Ou des personnes vont genre tu sais très bien que c'est des personnes qui t'ont connu ou qui t'ont déjà vu ou quoi, mais du coup elles vont pas te calculer pour pas qu'elles aient pour pas qu'elles aient l'image de fan, tu vois. Et ça fait trop mal au cœur parce que t'es en mode mais j'avoue, je pense pas faire sentir les gens comme des fans ou genre comme des ouais, je vous vois comme ça, pas du tout. Mais c'est ma phobie, genre moi-même je suis des gens et si ces personnes-là me font sentir comme ça, je vais me désabonner parce que frère, on est la même chose, tu vois. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez blessant quand il y a des personnes en face de toi te font ressentir ça et donc ne vont pas du tout te calculer. Donc t'es dans une assemblée, ça va pas te dire bonjour, ça va pas te faire la bise, ça va pas te... Enfin, juste un sourire, ça va même pas te le faire alors que tu sais très bien que c'est des personnes qui te connaissent juste parce que c'est des personnes qui veulent pas être vues comme des fans ou comme des abonnés ou quoi. Enfin, je sais pas. Donc c'est un peu compliqué des fois. Grosse parenthèse terminée. Par contre, c'est pas parce que il y a ce genre d'interaction qui existe que c'est compliqué H24 parce que j'essaye au maximum de pas me prendre la tête et de pas sortir que je suis sur les réseaux à tout va. Si je rencontre des nouvelles personnes et que ces personnes elles savent pas du tout que je suis sur les réseaux, je vais pas le rabâcher en mode salut, je suis sur les réseaux, pas du tout. Genre j'essaye au maximum de me présenter comme quelqu'un de normal, basique, comme j'ai toujours été sociable en primaire, au collège, au lycée. Et puis généralement ça se passe trop bien. Ou alors ça peut bien se passer aussi avec des personnes qui m'ont reconnu des réseaux ou qui savent que je suis sur les réseaux sociaux. Mais qui juste prennent pas la tête et voilà quoi. Enfin, elles sont ni obligées de me dire qu'elles me connaissent ou qu'elles m'ont reconnu. Elles sont pas obligées de me le dire, mais juste chacun est détente. Et du coup, moi, ça me met à l'aise à continuer à être à l'aise. Et voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué. Mais là, ça va mieux. Là, ça va beaucoup mieux parce que j'ai juste capté que je devais pas me prendre la tête et continuer à être la sociable. Ok, une autre question sur l'Indonésie, mais ça va, j'ai répondu avant. C'était la même. Des conseils pour donner son max, genre vraiment à 200%, s'il te plaît. Alors, des conseils pour avoir la dalle. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour avoir la dalle? Comment moi j'ai eu la dalle? Et comment j'ai
réussi à entretenir la dalle. Déjà, les fréquentations. Ouh là 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 là, sacré sujet. Les fréquentations. Quand t'es entouré de personnes qui ont aussi la dalle que toi, voire plus, t'es obligé de rester dans un bon cycle parce que vraiment, vraiment, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est réel. Quand t'es avec des gens qui ont la déterre, qui ont la niaque, qui ont leur projet en tête, qui sont concentrés, etc., tu peux que, en fait, rester dans ça parce que il y a trop des bonnes énergies. Vous vous inspirez, toi, tu donnes ton énergie, eux, ils te donnent la leur et il y a un bon échange de procédés. Si tu traînes avec des personnes qui vont à chaque fois pointer du doigt quand tu veux faire un nouveau projet, qui vont dire « Ah ouais, t'es sûr, toi, tu veux faire ça ?» ou qui vont te pointer du doigt quand tu restes à la BU, etc., mauvais délire, ça déjà, ça va vraiment te vider tes batteries, vider tes énergies. Donc, je te dis pas de couper les ponts avec, parce qu'on sait jamais de qui il s'agit. Peut-être c'est tes potes depuis je sais pas combien de temps et que tu tiens trop à eux. Mais faut savoir que dans certains domaines, il y a des personnes de notre entourage avec qui il faut pas s'entourer. Et c'est pas grave, c'est pas méchant. Voilà. Trouve-toi tes personnes qui sont à 200%. Déjà, ça va vraiment t'aider. Ensuite, deuxième point, je pense qu'on a tous un truc, genre les gens ils l'appellent le why, le fameux why, le fameux pourquoi. Mais c'est réel, genre en fait c'est des grandes phrases qu'on entend comme ça, mais c'est vraiment ça qui t'aide. Tu sais, tu trouves ton pourquoi, genre pourquoi est-ce que tu te donnerais à 200%? Pourquoi est-ce que tu charbonnerais tout de suite et pas plus tard, tu vois? Je sais que le voile, ça m'a beaucoup donné de niaque, parce que j'ai conscience que c'est compliqué, et j'ai conscience qu'il faut charbonner 4 fois plus, même 1 milliard de fois plus. Mais avant ça, j'avais déjà la niaque du fait d'avoir étudié et grandi en banlieue, parce que j'avais conscience des inégalités scolaires. J'avais conscience des inégalités de capital social, culturel, économique. Mais en fait, ça m'a donné niaque, et ça a vraiment donné niaque à beaucoup de gens de mon entourage, du coup, qui sont encore mes potes aujourd'hui, où on se dit, en fait, ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Genre là, j'avoue, on part vraiment avec un gros décalage. On n'a pas les mêmes contacts, on n'a pas les mêmes trucs. Et en fait, ça te donne une niaque. En fait, c'est comme si, dans le fond, je ressentais un relais où je me dis, j'avoue, eux, ils ont fait tout ça. Genre, ils viennent de loin au Maroc. Ils ont fait tout ça, ils ont charbonné et tout. Dans leur enfance et tout, ils n'avaient pas la même chance que moi, où déjà, ils sont en France, dans la capitale, avec des bons enseignements, etc., avec l'école à proximité. Genre, enfin, vraiment, des fois, je parle avec mon père et il m'explique les chemins qu'il faisait pour aller à l'école, c'est vraiment une dinguerie. Et en fait, je me pose et je me dis, ah ouais, j'avoue, là, j'ai pas le droit à l'erreur. Après, petit warning, parce que ça peut mettre la pression de se sentir redevable d'une mission, parce que tes parents sont issus de l'immigration, etc. Je comprends tout à fait qu'il y en a, ils veulent pas se sentir redevables de cette mission. C'est pas parce que mes parents sont immigrés que je vais charbonner 4 fois plus. Enfin, genre, y a des personnes qui se disent ça et tranquille, genre, on va pas... Ces personnes-là, je leur en veux pas du tout, parce que c'est chacun en fait son ressenti et chacun son chemin. Mais je sais que moi, mon why, ça a été ça. Mon père, quand il est venu en France, les gens, ils se foutaient de sa gueule. Genre vraiment, ils se foutaient trop de sa tête. Ils se foutaient trop de lui, parce que il parlait peut-être pas bien français, il avait un accent et tout. Ma mère, pareil. Et je me dis, c'est une dinguerie. Comment on s'est payé, on s'est fichu d'eux. Les enfants, on va, genre, leur faire honneur, tu vois. Personnellement, ça a été ça, mon why. C'est pour ça que j'ai eu la déterre à 200% et que je me suis entourée et que je continue de m'entourer de personnes qui pensent de la même façon. Maintenant, vraiment, c'est chacun son... Je sais pas, essaye de trouver quelque chose qui te passionne. Peut-être que c'est une idole que t'as en tête depuis que t'es petite, dans un film, ou une passion que t'as qui est cachée, ou je sais pas, genre juste un idéal de vie que t'as comme ça, que t'arrives à te visualiser. Si j'arrive à le visualiser, si j'arrive à rêver de ça, c'est pas pour rien. C'est vraiment que Dieu me l'a insufflé dans ma tête et que c'est possible. Moi, personnellement, j'ai jamais rêvé d'être astronaute. Pas parce que je pense que c'est impossible, parce que impossible n'est pas français, mais juste parce que j'avoue, c'est pas quelque chose qui m'a fait rêver. Et je pense pas que ça me ferait rêver, tu vois. Et après, on sait pas, hein. Bellec, je vais me retrouver avec Yanissa sur la Lune et Katy Perry, on sait pas. Mais c'est pas quelque chose forcément que j'ai eu en tête. Par contre, être en échange en Indonésie et plus tard me visualiser en master à Sciences Po, j'avoue que c'est quelque chose que j'avais eu en tête et où je savais que j'allais charbonner 4 milliards de fois, tu vois. Mais voilà, si t'as un truc en tête, sache que c'est pas pour rien. Et donc, ça peut être ta petite étincelle qui peut te donner à 200%. Et voilà. Et te dire que vraiment, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et tu regretteras jamais de te donner à 1000%. Vraiment.
Des astuces pour une lycéenne en première qui fait que procrastiner. Ouh, ça me rappelle une certaine Soso, ici présente. Bah écoute, je crois qu'on a tous procrastiné en première. En plus, en première, je crois que t'as le bac de français, si je me souviens bien. Des astuces, attends. J'essaye de me remémorer comment j'étais en première et les conseils qu'on m'a donnés qui m'ont fait du bien. Parce que normalement, là, t'as les spé. C'est la première année où t'as les spécialités. Je te dirais d'y aller progressivement en vrai et de chapitrer n'importe quoi, de ficher chapitre par chapitre dans tes spécialités. Dans le tronc commun en vrai tranquille, genre tu peux y aller un petit peu plus mollo, mais dans les spécialités comme tu sais t'as les, je sais plus c'est combien les coefficients et tout pour le bac et tout, mais en première ça compte déjà pour la terminale si je me trompe pas et si ça va pas changer pour le bac. Donc je te conseillerais déjà de commencer à ficher chapitre par chapitre et de poser toutes les questions que t'as à poser à ton prof. Il y a pas de honte, il y a pas de ouais je veux pas faire la meuf et tout. Non, dès que tu as une question, tu vas poser à ton prof, parle énormément avec les profs d'orientation parce que Parcoursup ça va bientôt arriver. N'aie pas peur, vraiment n'aie pas peur de parler au terminal. Va poser des questions. Si tu peux te faire des potes ou quoi, en perm ou quoi. Donc pose un max de questions parce que y a aucune question bête vraiment. Aucune. Et la curiosité c'est vraiment la clé de beaucoup de choses. Quoi d'autre. Si t'as des matières scientifiques dans tes spé, fais tous les exercices. Vraiment tous les exercices et refais-les encore et encore. Et tu peux aussi commencer à travailler avec des annales. Peut-être que ça va te paraître tôt, je sais, mais pas des annales du bac parce que t'es en première et que vas-y tranquille, mais essaye au moins d'avoir des anciens sujets, des épreuves de français, des épreuves de bac de français, des sujets de bac blanc, des contrôles et tout, enfin en fait, genre dis-toi dans ta tête que ce qui est l'oral de français, etc., ça peut vraiment être de l'eau si tu le prépares bien. Parce que imagine, t'arrives devant ton jury et il te sort genre c'était les commentaires. Oh, c'était tellement bien, je me souviens. Il te sort un commentaire, genre un commentaire de texte sur, je sais pas moi, du Baudelaire et que t'as préparé ton commentaire de texte sur Baudelaire, tu vas te sentir tellement fraîche, tu vas expliquer tout ligne par ligne parce que t'auras appris tes figures de style, t'auras appris tes exemples à sortir et tout. Genre vraiment, en fait, visualise-toi en mode trop fraîche au bac de français, à l'oral, à tout expliquer. Et pareil pour l'épreuve écrite. Essaye vraiment de te concentrer sur tes spé en priorité, mais n'oublie pas le tronc commun parce que le tronc commun aussi, c'est des points gratuits pour le bac. C'est vraiment des points qui peuvent... Tu vois, c'est les petites deltas comme ça qui vont te faire gratter la mention. Et si tu vises mention très bien, par exemple, c'est vraiment le tronc commun et les langues qui vont te permettre de gratter des petits points. J'ai allumé la lumière, donc calculez pas encore le changement de luminosité. Mais prochaine question, comment t'as pu avoir le courage pour une réorientation ? Je crois que c'est ça que tu as voulu écrire. Vraiment, comme je vous ai dit, moi, ce qui m'a poussée à faire une réorientation, c'est un jour, j'étais à la BU. Et je me souviens, on faisait de la macroéconomie avec ma copine Iman. Et en fait, je comprenais rien. Et je faisais tout mon possible pour comprendre. Mais j'arrivais pas à comprendre. Et ça faisait très longtemps, ça faisait depuis que je suis rentrée d'échange où je me sentais vraiment pas à l'aise dans mes études, boule au ventre. Je comprenais pas pourquoi j'apprenais ça et je me disais que il y avait mieux ailleurs et que vraiment j'aurais trop kiffé avoir des projets qui touchent à la vidéo, au cinéma et tout. Et donc voilà, j'en ai parlé à ma pote, je lui ai dit je crois que je vais me réorienter. Et au début elle me prenait pas au sérieux Iman, genre elle me disait mais quoi et tout mais on est déjà en L2, il te reste qu'une année, fini et après tu verras. J'étais en mode non, pas une année de plus, je peux plus. Donc vraiment, j'ai tout donné par contre dans les derniers partiels, pour avoir un dossier béton à présenter du coup à Assas, parce que c'était là-bas où il y avait la licence que je voulais trop. Et c'était trop dur de tout donner parce que j'avais aucune motivation. Je me rappelle, il y a des soirs où je dormais à genre 4-5 heures du matin avec expresso et tout alors que j'avais partiel à 8 heures, tellement je voulais utiliser ma mémoire de court terme, tout recracher, avoir minimum plus de 12, avoir visé 13-14 pour que Assas me prenne au sérieux et y aller. Mais sinon vraiment, le courage je l'ai eu vraiment dans le ras-le-bol et le mal-être que je ressentais avec l'école. Voilà, je me disais vraiment je peux pas. Surtout pour le master de com, je me disais autant maximiser mes chances. Ok, j'ai les réseaux à côté de l'école, mais je veux aussi leur montrer que j'ai un bagage académique et donc autant me réorienter, faire une passerelle. Je savais même pas que ça existait en plus. Moi, je pensais que j'allais recommencer toute ma licence. Mais en fait, non. J'ai directement accédé à une L3 et voilà. Donc le courage, on va dire que je l'ai eu mis entre le ras-le-bol que je ressentais, mis entre l'idéal que j'avais pour le master et où je me disais non, ma voie elle est là-bas, elle est pas là. Voilà. Ensuite, quand commencer à préparer les admissions au master, en vrai ça dépend
Ça dépend dans quel master tu veux aller. Si c'est un concours, idéalement, je te dirais depuis le début de l'année. De l'année, genre si t'es en L3, du coup, depuis le début, t'as L3. Mais globalement, si c'est pour un master sans concours, donc à l'université par exemple, ça va être à partir de la L1 où il faudra que tu donnes tout à chaque semestre pour avoir les meilleures notes. Je sais que c'est cardio de fou. Et sachant qu'en plus, il n'y a pas que les notes qui comptent. C'est ça, eux, en fait, ils veulent qu'on se tord en 1000 parce qu'ils veulent des bonnes notes. Un engagement associatif, des activités à côté de l'école. Mais c'est quand qu'on dort, en fait. Je pense que je te dirais depuis la L1, si c'est une admission classique, sans concours. Et si c'est avec un concours, évidemment que depuis la L1, tes résultats, etc. vont compter. Mais ça va être vraiment en L3 où faudra charbonner. Question suivante. Est-ce que tu veux travailler en communication plus tard ou vivre de l'influence? J'y ai déjà réfléchi. Vivre de l'influence, je pense pas. Tout seul, parce que je sais pas, j'aime bien avoir un truc à côté. Genre, si j'ai que l'influence, c'est pas j'ai peur de m'ennuyer, mais comme c'est ma passion, vous voyez les métiers passion, c'est toujours un peu traître parce que t'as trop envie de faire ça, mais du coup après quand tu fais que ça, bah ta passion devient du coup ton travail et donc te créer du stress et tout, et du coup c'est plus ta passion mais c'est une angoisse tout simplement parce que tu te dis ah ouais mais je dois faire ça, je dois faire ci et tout. Donc voilà pourquoi je pense pas que de l'influence. Maintenant, peut-être pourquoi pas continuer dans l'influence, hein, on sait pas. Mais sinon, ouais, pourquoi pas communication. Après, moi, j'aime de plus en plus vraiment tout ce qui va être production, réalisation, tout ce qui va toucher en fait à la création de près ou de loin. Donc si un jour, vous voyez ma tête derrière les caméras de Marvel, ok, qui sont en train de filmer le dernier Spider-Man, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous n'irez pas à l'hôpital. Non, franchement, je sais pas. Mais pas pour être actrice, hein, vraiment être derrière la caméra. Parce que je me dis, j'ai trop de choses à créer, j'ai trop de choses en tête, j'ai trop de choses à apporter. Et pas que avec moi devant la caméra. Vraiment, je crois surtout moi derrière la caméra, qui essaye un peu de gérer tout ça. Mais pour l'instant, vraiment, ouais, je pense à ça. Après, quoi précisément, je sais pas. Honnêtement, c'est la vingtaine, donc ça va, ça vient. Mais voilà. Voilà. Comment tu fais pour te concentrer en cours, pas être fatigué, etc. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué encore une fois, mais le meilleur conseil que je peux te donner pour être concentré en cours, c'est tout bateau, mais pas de téléphone en même temps que le prof parle, d'être au premier rang et de prendre des notes de façon active. C'est vraiment limite le seul conseil que je te donnerais parce qu'aujourd'hui, en fait, notre concentration, elle est tellement tuée avec les réseaux sociaux, TikTok, le scroll et tout, que c'est compliqué de se concentrer en cours. Et donc, faut vraiment se donner les moyens de se dire, là, j'ai 2 heures de CM, je vais me donner à fond. Parce que j'avoue, c'est pas 2 heures que j'ai envie de refaire plus tard ou de rattraper ce cours alors que j'avais 2 heures dans mon emploi du temps. Donc, essaye de te dire, bah là, j'ai 2 heures, je me mets à fond, je touche pas mon téléphone, ou en tout cas, j'essaye d'y toucher au moins. Fais une pause si tu veux. Normalement, dans les cours magistraux, tu peux sortir. Si tu sens que vraiment t'arrives plus, tu sors 5 minutes et vas-y, tu reviens. Après, pour pas être fatiguée, ça, j'avoue, j'ai pas de conseils parce que je suis H24 fatiguée en cours. Vraiment, je suis tout le temps KO. Ensuite, question suivante. Tu peux parler de tes études à Bali. Du coup, j'ai pas étudié à Bali, mais je pense que tu parles de Jakarta. Mais oui, bien sûr, je peux en parler. Écoutez, moi, du coup, je suis partie à 19 ans étudier là-bas. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Genre, vraiment pas. Je voulais pleurer dans mon avion pour y aller. Tellement je regrettais mon choix. Mais au final, meilleure expérience de toute ma vie entière. J'arrive, j'ai mon appartement, j'habite solo, je vais chercher mon petit nasi goreng en bas de la maison. Je suis perdue, genre vraiment je suis perdue. Les premiers jours, je suis en mode... genre, tout est différent. Les trottoirs sont différents, les personnes sont différentes, les comportements sont différents, on parle pas français. Vraiment, c'était une claque, mais de malade mental. Ça m'a appris à faire des rencontres, mais à être ouverte aux rencontres, mais de malade mental. Ça m'a appris l'anglais, parce qu'au début, c'était compliqué de fou. Je dis pas que je suis bilingue, hein, pas du tout. De toute façon, vous connaissez mon problème avec l'anglais. Au début, c'est compliqué de se faire des potes quand tu parles pas bien anglais, parce que tu peux pas faire tes blagues. En fait, ta personnalité... en français, c'est pas la même dans les autres langues parce que forcément, t'as pas le vocabulaire. Donc, j'arrivais pas à faire des blagues. J'arrivais pas à être hyper active. En fait, on voyait que j'étais hyper active, mais je parlais avec la langue des signes ou alors avec Google Trad. Bref, c'était trop bien aussi parce que mon emploi du temps, il était ultra allégé. Comme j'étais en échange, souvent, quand t'es en échange, ton emploi du temps, il est grave plus allégé. J'avais beaucoup de temps pour les voyages,
la création de contenu, les réseaux. D'ailleurs, c'est là-bas où j'ai bien commencé. Quoi d'autre. Et ça te responsabilise de malade. Parce qu'en fait, tu te retrouves solo. T'as pas genre quelqu'un tout le temps à qui demander l'avis, à qui demander la validation. Genre, tu fais tes choix par toi-même et tu grandis tellement quand t'étudies à l'étranger. Mais c'est une dinguerie. Genre, vraiment, tu gères ton appart solo, tes finances, ton temps. Enfin, t'as personne pour te dire rentre à telle heure. T'as personne pour te dire fais pas ci, fais pas ça et tout. Donc, c'est toi qui te gères. Et en fait, au début, c'est grave compliqué. Genre, je me souviens, le premier mois, je me réveillais tous les jours à 13h. Et le premier mois, je me réveillais quasi tous les jours à 13h. Je dormais à 5h du matin, tellement j'étais trop excitée. Mais après, j'ai réussi à me réguler et du coup, à me trouver un peu une routine et tout. Voilà. Je me suis rendu compte de plein de défauts que j'avais, plein de qualités aussi que j'avais. Même en rencontrant des gens que, je sais pas, ils ont pas la même culture que toi, ou même des gens qui ont la même culture que toi, genre des Français, mais juste rencontrer des nouvelles personnes, ça te permet de te voir d'un autre œil et de voir le monde d'un autre œil. Et je dis pas ça parce que je lis le livre La rencontre de Charles Bébin, d'ailleurs qui est incroyable, mais rencontrer des nouvelles personnes, ça m'a juste transformé ma façon de voir le monde, et c'est magique. C'est magique, genre vraiment. Si t'as l'occasion d'aller étudier à l'étranger, va. Et à Jakarta, c'était excellent parce que je trouve que c'était trop la planque pour les étudiants parce que c'était pas cher. Indonésie, super bien située pour les voyages. Il y a des paysages de malade en Indonésie. Vraiment, moi, c'est l'un de mes voyages. Je crois que c'est mon voyage préféré de toute ma vie. Après, il y a aussi la tâche émotionnelle parce que c'est mon premier gros voyage. Mais même, objectivement, l'Indonésie, c'est incroyable. Genre, j'avais des vacances, j'allais à Lombok, j'allais à Bali. Et tout ça à 19 ans, genre, c'est incroyable. Du coup, c'était magique. Bon, on passe à la question suivante. Comme vous le voyez, j'ai changé de décor. Là, je suis chez moi dans mon 9 mètres carrés à Paris. Il n'y avait plus de lumière chez mes parents, donc j'ai attendu qu'on ait une bonne luminosité pour continuer. Question suivante. Alors, question suivante. Pourquoi être allée à Sciences Po ? Alors, moi, depuis la terminale... Donc avant, je connaissais pas... avant la terminale, je connaissais pas Sciences Po. Parce qu'il n'y avait pas tous les profs qui nous en parlaient. Il y a des profs qui nous en parlaient pas volontairement parce que pour eux, on n'était pas assez bons, assez qualifiés ou légitimes pour y aller. Va savoir pourquoi. Et il y avait d'autres profs qui, par contre, étaient super encourageants qu'on y aille. Et en tout cas, pour qu'on vise des grandes facultés, des grandes écoles, etc. Bref, donc avant la terminale, j'en ai pas du tout entendu parler. Pourquoi je voulais y aller en terminale ? Tout simplement parce que tous les profs nous disaient que c'était l'école de l'élite. Bref, enfin, tous les violons qu'on entend sur Sciences Po. Et en vrai, des fois, à tort. Parce que c'est pas toujours le cas. Mais cette réputation ne vient pas de nulle part. C'est quand même une très 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 bonne école. Donc, je me disais, vas-y, je vais donner mon maximum pour y aller. Parce que je savais pas quoi faire après la terminale. J'ai pas été acceptée. Après la terminale, je pensais que c'était la fin de ma vie et tout. Alors qu'en fait, pas du tout, vraiment. Et j'ai retenté en master. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment le master là qui m'intéressait et c'était pas uniquement l'école. L'école, ok, ça a joué parce que je me disais, j'avoue, faut vraiment que... Enfin, j'avoue, goal un peu d'avoir ce petit objectif que j'avais depuis longtemps, d'avoir genre une école prestigieuse dans mon CV, etc. Mais pas que. Là, franchement, c'est vraiment le master de communication, industrie créative qui a joué parce que c'est un master que je trouvais nulle part. En fait, c'était le juste milieu entre le côté pro avec des workshops qu'on a, avec des conférences, avec des ateliers professionnalisants, etc. et la théorie que je voulais continuer et que j'avais déjà commencé en SAS. Et voilà, hein, c'est vraiment un mix des deux, ce mix-là des deux qui m'a donné la déterre où je me disais vraiment c'est ce master ou rien, tu vois. Aussi, je trouve qu'ils sont assez ouverts d'esprit pour les entrepreneurs et c'est quelque chose que j'avais pas forcément trouvé dans d'autres masters. Aussi, voilà pourquoi ce master-là et pourquoi d'autres. Ouais, en fait, juste je voyais que les profs que j'avais, les profs qu'il y avait dans la maquette pédagogique, c'était une dinguerie. Genre vraiment, le casting était là. Il y avait l'ancienne directrice générale de Webedia, qui est une grande agence d'influence. Donc tu te dis, c'est cool d'avoir des gens qui vont t'apprendre encore plus profondément de manière plus approfondie dans le milieu, parce qu'ils sont dans le milieu là. D'ailleurs, elle nous a parlé de Inoxtag, pas d'Inoxtag lui-même, mais de Kaizen, comment ça a été produit, qui est derrière quoi, c'est quoi une agence de pub, c'est quoi une régie publicitaire, etc.
etc. On a aussi le directeur de Universal Music comme prof. Et là, je vous sors les noms qui me viennent en tête. Mais on a énormément de personnes, des profs qui taffent chez Netflix et tout. Donc, en fait, moi, j'ai vu ça et je me suis dit, non, attends. C'est mort, je dois y aller. Genre, vraiment. Et donc, voilà pourquoi Sciences Po. Donc, au début, en terminale, c'était vraiment uniquement pour le nom, la renommée, etc. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que le nom et la renommée, ça faisait pas tout. Parce que déjà, c'est pas tout blanc, tout rose comme on peut l'imaginer. À l'intérieur, il se passe énormément de trucs et rien n'est parfait. Mais voilà, ça a commencé par uniquement des arguments de renommée, etc. Je me suis fait recal et petit à petit ça a progressé avec vraiment des choses très précises dans le master que je pouvais retrouver que dans ce master-là et pas ailleurs. Question suivante. Alors, comment s'organiser en terminale pour le bac, s'il te plaît? Alors, pour la terminale, en vrai c'est la continuité de la réponse que je vous avais faite pour la première. Là, une fois que t'as tout donné en première et que voilà, c'était la dernière année où vas-y tu t'éclates entre guillemets parce que t'as pas d'examen à la fin, à part le bac de français. La terminale, j'avoue que t'as Parcoursup à la fin et ça va être en tout cas le premier semestre de la terminale, c'est le semestre qui clôt en fait tout ton dossier pour Parcoursup. Donc c'est le dernier semestre où il faut tout donner. Les remontadas ça compte, ok, faut pas se dire ouais comme en première j'ai eu des mauvais résultats et tout, je vais pas être prise dans telle ou telle fac et tout, pas du tout, dans telle ou telle prépa si tu vises des prépas ou tel BTS, BUT, tout ce que tu veux, non DUT maintenant je crois, parce que les écoles regardent aussi les remontadas, c'est à dire que si t'as commencé là en seconde et que tu progresses, bah ça les intéresse. Ensuite deuxième conseil pour la terminale, c'est l'année de la philosophie. La philo c'est trop bien les gars, c'est trop bien la philo. Franchement, un bête de conseil que je pourrais te donner si t'es en terminale, c'est d'aller à la bibliothèque, genre soit au CDI du lycée, soit à la bibliothèque municipale de ta ville, et tu prends un livre de philo, mais vulgarisé à fond. Pas philo grave dur, tu comprends rien, parce que la philo, franchement, faut s'accrocher. Genre les livres vraiment de Platon, Marc Aurèle, tout ça, c'est très dur à comprendre. Et vas-y, on dirait qu'il faut un bagage de je sais pas combien d'années. Mais tu vois des petits livres de philosophie vulgarisés. Par exemple, je sais qu'il y avait la philosophie en 3 minutes. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vais te mettre de toute façon la couverture. Et c'est un livre de philo vulgarisé. Et je trouve ça trop bien de lire. Genre c'est des petites histoires, voilà, de 1-2 pages. Tu lis ça dans le bus le matin pour aller en cours. Ou les transports, ou voilà, enfin peu importe comment tu vas au lycée. Et c'est trop bien parce que du coup, tu pourras nourrir tes copies, comprendre encore plus les cours que ton prof te donne, etc. Donc voilà, la philo, tu l'as quasiment que en terminale si tu continues pas après dans ça. Donc faut kiffer parce que c'est vraiment trop cool. Et participe au débat et tout parce que c'est vraiment trop stylé. Et quoi d'autre? Et pour les SP, vraiment... on continue sur la même logique que la première, mais là, il faudra être encore plus concentré dans les SP et continuer sur la même lancée sur laquelle tu étais en première si tu étais déjà concentré. Sinon, commencer petit à petit à afficher chaque chapitre en temps et en heure, parce que sinon, si tu prends du retard, c'est vrai que ça va être compliqué. Là, c'est l'année où tous les contrôles de tes SP, je te conseille vivement de t'entraîner sur les annales bac parce que c'est souvent la même chose. Toutes les années, c'est la même chose. Dis-toi, j'ai 6 ans d'année avec ma grande sœur et les sujets, c'était les mêmes. On avait pris exactement les mêmes... Enfin, elle était en S, mais genre, les sujets que j'avais en SVT, parce que j'avais SP SVT, c'était les mêmes qu'elle avait en bio. Donc, pour te dire, chaque année, c'est exactement les mêmes choses, à quelques énoncés près. C'est juste les énoncés, en fait, qui changent, mais c'est dans le fond, c'est les mêmes exercices. Tu vois, genre, il y a un énoncé qui va te dire 2 plus 2 est égal à combien, et un autre exercice qui va te dire 2 additionné à 2 est égal à combien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, c'est des termes qui changent, mais en fait, le fond, c'est exactement le même. Donc, t'entraîner avec des annales bac, c'est la meilleure chose. Et aussi, dernier truc, parce que j'y pense, varie tes sources d'apprentissage. Même si j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, j'en reparle parce que c'est super important. Surtout pour les SP, il y a des superbes vidéos qui sont faites par, vous savez, Nathan, tout ça là. Ceux qui, les maisons d'édition des livres d'annales bac. Donc, n'hésite pas à regarder leurs vidéos YouTube parce qu'elles sont super bien expliquées. Il y a des applications aussi. Il y a des applications aussi, il me semble, qui sont faites pour réviser efficacement. Révise en groupe parce que ça sert à rien d'être en compétition. Et
Et quoi d'autre? Révise en gros parce que ça sert à rien d'être en compétition. Et voilà, regarde des vidéos, fais des annales, suis régulièrement tes cours et tout va bien se passer. Et n'oublie pas surtout de kiffer parce que c'est ta dernière année de lycée. Franchement, les années lycée, c'est trop bien. Genre, je pourrais pas dire que c'est les meilleures parce que les études supérieures, c'est incroyable aussi. Et vraiment, c'est trop bien. Mais j'avoue que les années lycée, c'est des très très belles années. Cette question, elle me touche en plein cœur. Comment relativiser les études et sa peur constante de l'échec? Vraie question, ça. Bah écoute, je te comprends à 1 milliard de pourcents. Parce que la peur de l'échec, quand elle te tape là, à l'école, c'est compliqué de se relever. Des fois, tu ressens une peur de l'échec parce que tu perds en confiance dans tes capacités limite cognitives. Genre, t'as l'impression que t'es moins intelligente ou moins intelligent, alors que pas du tout. Déjà, l'école n'est pas égale à intelligence. Pour qu'on soit clair, tu peux être très intelligent et pas scolaire, et l'inverse, très scolaire et pas intelligent. Donc déjà, ça ne veut rien dire. Faut aussi se détacher de ça. Un truc, moi, qui m'a grave aidé dans le fait de relativiser et d'aller au-delà de la peur de l'échec. Juste pour la story time, pour vous expliquer comment ma peur de l'échec s'est installée. C'était quand j'étais en Indonésie et que j'avais rencontré des potes qui sont à Sciences Po. Non, il y en a un qui a été diplômé. Mais bref, vous vous souvenez, j'avais tenté Sciences Po en terminale, j'avais été recale, je suis partie à la Sorbonne, et dès que je suis partie en échange, j'ai rencontré des gens qui, eux, étaient en échange avec Sciences Po en Indonésie. Bref, bête de rencontre et tout, vraiment cœur sur eux et tout. Et en fait, en parlant avec eux, je leur disais mais j'avoue, je crois que vraiment, je regrette trop de pas avoir été prise à Sciences Po. Enfin, en fait, ça me réveillait des trucs, parce que quand ils me racontaient leur vie étudiante, je me disais, ouais, mais en fait, c'est trop stylé et tout. Il se passe plein de trucs, tout ça. Bref. Et ça, en fait, ça a révélé un peu la petite blessure que j'avais, où je me disais, j'avoue, ah ouais, j'avais oublié c'était quoi et tout, mais j'avoue, j'aurais bien aimé. Mais pour moi, c'était impossible de retenter un master, parce que j'étais en mode, mais c'est impossible. Ils me recalent une fois, je vais jamais retenter. Ils vont me recaler et tout. Donc voilà, moi, je me disais, c'est impossible. Je pourrais pas être prise à nouveau, être prise tout court. Je me suis trompée complètement. Et en fait, j'avais l'impression que, je sais pas, j'avais raté un truc, j'avais loupé un truc en terminale, que j'étais moins intelligente et tout. Enfin, bref, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Et peur constante de l'échec, où je me disais, je pourrais pas m'en sortir, je pourrais pas continuer, etc. Et pas viser d'école ou passer de concours pour le master, parce que j'ai juste pas la force, en fait, de me préparer. Et comment j'ai relativisé, et le conseil que je te donnerais vraiment, c'est de te dire, déjà de te rappeler que vraiment le stress, c'est l'ennemi de la productivité et de l'effort, la motivation et l'évolution, parce que le stress, vraiment, ça inhibe. En fait, ça te paralyse. Voilà. Le stress, ça te paralyse. Tu peux rien faire avec du stress. Vraiment, il y a du bon stress qui te donne de l'adrénaline, etc., etc. Mais le stress de la peur de l'échec, c'est pas ce stress-là. Ce stress-là, c'est vraiment un stress qui te paralyse, et où t'es en mode, ah ouais, je peux rien faire. Déjà, avoir ça en tête et avoir conscience de ça. Une fois que t'as conscience de ça, te dire en fait qu'on est comme des chats et qu'on va toujours tomber sur nos 4 pattes. Voilà. Si t'as pas révisé pour un contrôle, c'est pas grave. Tu vas y aller. T'as des trucs en tête. Ça fait peut-être 17 ans plus que t'es à l'école. T'as forcément appris des trucs. T'as des trucs en tête. T'écoutes des podcasts. Tu regardes des vidéos YouTube. Tu connais des trucs. Donc, tu vas réussir à cracher des choses sur la copie. Et il faut parfois se mettre dans la peau d'élèves, vous savez, très je m'en foutistes, soit des je m'en foutistes qui arrivent à avoir des bêtes de notes, soit des je m'en foutistes mauvais élèves à l'école qui ont des mauvaises notes, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ils ont pas la pression de se dire faut être parfait, faut être parfait. Quand t'enlèves la pression de je dois faire une copie parfaite, un DM parfait, c'est comme les travaux créatifs où tu te dis vas-y, je vais faire le montage parfait, la vidéo parfaite. Non. La perfection n'existe pas, c'est subjectif. Il y a des profs qui vont plus valoriser, je sais pas moi, la mise en page, d'autres l'orthographe, d'autres vraiment les réponses sorties, crachées comme ça, d'autres l'originalité dans les copies avec des exemples, des choses de culture générale, etc., de l'actualité.
Bref, à toi de voir comment tes profs te notent. C'est important de voir aussi comment les profs notent pour s'adapter un peu à chacun. Mais enlève l'idée de perfection dans les copies, de perfection dans les partiels, du 20 sur 20 toujours que tu vas aller rechercher. Parce que malheureusement, quand tu te mets trop la pression pour ça, bah c'est vrai que t'es trop paralysé et tu te stresses trop et en fait, tu auras des copies moyennes. La même copie qu'une personne qui s'est beaucoup moins prise la tête. Donc dis-toi que t'es une personne, t'es un chat qui va tomber sur ses quatre pattes, peu importe quoi qui donne-toi évidemment à 1000% pour tes révisions, pour tes préparations de partiels, d'examen, mais à la fin, ça y est, dis-toi t'as tout ce qu'il y a en tête, tout ce que t'as pu apprendre, tu l'as dans ta tête, ce qui est pas rentré, c'est pas grave, c'est pas rentré, t'as déjà des choses dans ton stockage cérébral et tu vas le ressortir et dans tous les cas ça va bien se passer et tu vas tomber sur tes quatre pattes. Et à chaque fois que penser comme ça pour des petites étapes, un contrôle, un DM, un devoir de groupe, un oral, etc. Tu penses comme ça en fait tout le temps et quand tu prends de la hauteur, tu te rends compte que tu as réfléchi comme ça pendant toute l'année et que tu t'es évité beaucoup de galères, de paralysie ou de révision ou des traumatismes que des exposés ou des partiels peuvent te donner parce qu'en fait tu te dis ah ouais, j'avoue c'est détente, genre faut pas se prendre la tête à ce point, faut se donner tout son possible pour d'être ça et vraiment donner son meilleur. Mais par contre, j'avoue, tranquille, genre faut y aller mollo et se faire confiance aussi et se dire, je vois pas pourquoi un mauvais élève se ferait archi confiance en mode, ouais vas-y, ce contrôle tranquille et toi tu te ferais pas confiance. Fais-toi confiance, tu vas tomber sur ces quatre pattes. Si tu rates, c'est pas grave, tu vas te relever après, c'est avec l'échec qu'on apprend et tu continues comme ça et tout va bien se passer. Prochaine question, comment tu gères tes finances en tant qu'étudiante sans compter l'argent que tu peux gagner sur les réseaux, etc. Alors déjà, pour l'argent des réseaux, je vous en avais déjà parlé pour le vlog du Vietnam. Ça fait pas très longtemps en vrai que je gagne des sous grâce aux réseaux sociaux. Donc j'ai encore des souvenirs de ma vie étudiante sans l'argent des réseaux parce que c'est super récent. Déjà je vais pas vous mentir, pour la bouffe c'est compliqué. C'est compliqué de manger 3 repas équilibrés quand t'es étudiant parce que ça coûte cher surtout quand t'habites à Paris. Mais il y a plein d'astuces, genre Too Good To Go. Tu peux faire des Too Good To Go, c'est une application genre tu sais des paniers, les derniers paniers les invendus en gros. Ça tu peux faire ça. Tu peux faire ça aussi des Too Good To Go au marché. C'est trop bien parce que du coup t'as des bons produits pas chers et de qualité. Donc ça c'est vrai que ça aide pas mal. Sinon, je mange beaucoup au Crous. Je mange beaucoup au Crous parce que c'est équilibré et que c'est accessible. Sinon, l'année dernière, l'année dernière, à l'école, je faisais grave des box où je ramenais ma bouffe. Sinon, je vais faire des petites courses stratégiques, on va dire. Au début, j'avais trop du mal à faire des courses quand j'habitais solo parce que c'est compliqué de faire des courses et je savais pas quoi quoi acheter. Mais en fait, quand tu connais un peu tes préférences en termes d'alimentation, ce qui te cale, ce qui est bon pour ta santé, etc., ça se facilite. Aussi, je privilégie beaucoup Lidl pour les courses parce que c'est vrai que c'est pas cher et que tu peux acheter beaucoup et bien. Donc voilà pour la bouffe. Ensuite, comment je gère mes finances pour les vêtements? J'avoue que les vêtements, avant j'étais trop une acheteuse compulsive. Tout le temps j'achetais genre vraiment ma bourse du Crous en licence, je la foutais que des vêtements. J'allais au Z-Word. Je vais pas faire la promo ici mais je pense que vous avez compris de quel magasin je parlais. J'allais tout le temps au Z-Word, tout le temps. J'étais une Z-drip, voilà. J'achetais tout le temps et en fait après dès que j'ai goûté au voyage je me suis dit mais t'es malade ou quoi de mettre autant d'argent dans des habits alors que c'est juste pour suivre les trends et pas forcément tout le temps les mettre et puis tes habits ils vont pas tous ensemble, etc. Donc j'ai privilégié une garde-robe un peu plus classique, pas classique mais moins de vêtements que je mettrais plus. Après ils sont adaptés à mon style, tu vois, genre je dis pas que ça c'est un vêtement classique que tout le monde devrait avoir mais c'est mon classique, tu vois. Donc les vêtements j'ai réduit. Sinon pour les activités j'essaye de pas trop me restreindre parce qu'en vrai quand t'es sur Paname t'as beaucoup d'offres étudiantes, genre surtout dans les sorties culturelles et tout, les musées, les expos et tout. T'as beaucoup de trucs, des offres étudiantes, ou alors c'est gratuit pour les moins de 26. Donc ça va, je me freine pas trop. Il y a quoi d'autre dans mes dépenses quotidiennes? Il y a la bouffe, les vêtements, ok, voyage, bon, c'est pas quotidien. Les cafés, ça j'avoue
que j'arrive pas trop à doser parce que j'aime trop ça, mais il faudrait que je dose les cafés parce que les coffee shops ça coûte très cher, genre vas-y tous les jours payer 6 balles un café tranquillo. Mais là j'ai pu commencer à me permettre parce que justement il y avait l'argent des réseaux, mais avant jamais de ma vie je me serais permise d'aller tous les jours dans des coffee shops. Bon déjà j'y vais pas tous les jours, mais d'aller très très souvent comme ça dans des coffee shops parce que tout simplement la bourse du Crous je l'aurais vu envoler comme ça. Et sinon pour mon logement j'ai des APL qui m'aident et voilà. Et avant j'avais un job étudiant, comme je vous disais, je travaillais chez Sephora. Mais après j'ai arrêté. J'ai toujours fait du babysitting parce que ma mère en fait elle gardait des enfants avant, donc j'étais tout le temps en relation avec les parents pour garder aussi les enfants après tu sais les week-ends quand ils veulent sortir et tout. Et voilà, donc j'ai toujours été dans les jobs étudiants et je fais des priorités, genre je préfère mettre mes sous dans des bons restos avec des amis, partager un bon moment, des voyages bons moments et tout, plutôt que de mettre dans des vêtements, enfin du moins dans trop de vêtements parce que j'aime trop la sape quand même. Et voilà un peu comment j'essaye de gérer. Mais je gère mal mes sous. Hein. En vrai, je trouve que je suis pas un exemple dans la gestion des sous parce que j'avoue, j'ai pas trop d'éducation financière sur ça. Faudrait que j'en ai, mais je fais un peu comme je peux et je vis au jour le jour. Voilà. Et aussi, j'ai jamais réussi à coffrer de ma vie. Voilà. Enfin, des fois, je parle à des gens de mon âge et tout, ils me disent ouais, là, j'ai mis 200 € de côté ce mois-ci et tout. Et après, je dis, ah, mais trop bien tout ça. Mais moi, c'est vrai que j'ai jamais coffré. Alors que je devrais. Mais j'ai jamais appris, en fait, à coffrer. J'ai dépensé tout directement, mais j'ai jamais coffré. Mais il faudrait que je commence à coffrer. Voilà. Pour le permis, tout ça, tout ça. Et même si jamais il se passe un truc, on sait pas. Ok. En gros, là, j'ai une question d'une fille qui me dit, elle est en L1 d'économie et elle a déjà tous les CM des années précédentes. Et elle se demande si il faudrait quand même aller au cours magistraux ou pas. Bah moi je te dirais oui. Après pas tous, j'avoue, si t'as déjà les cours, je vais pas faire la mytho. Mais oui, parce que c'est une avance que t'as d'avoir des cours magistraux, mais c'est pas le taf qui est fait. C'est une avance dans le sens où tu peux les lire avant le cours, tu peux les avoir après, tu sais qu'ils sont complets, t'auras pas la pression en CM de tout écrire, etc. Mais quand même y aller pour faire travailler ta mémoire, etc. et faire le premier taf dans ton apprentissage. Moi, je te conseillerais d'y aller parce que c'est vrai que j'ai déjà eu ça surtout en économie, j'avais eu des anciens élèves qui m'envoyaient leurs cours. Et j'ai fait l'erreur de pas y aller. Et en fait, je me suis rendu compte que, j'avoue, j'ai gâché un peu une avance que j'avais. Parce que je pensais que tout était gagné alors que pas du tout. Voilà. Et donc, j'ai laissé tout pour les 2 semaines avant les partiels. Donc, je te conseille vraiment d'y aller. Voilà. Pour faire déjà le premier pas dans l'apprentissage. Et prendre de cet avantage de déjà avoir les cours pour pas te mettre la pression pour les écrire en cours. Quand même prendre des notes. Parce que ça fait travailler la mémoire, mais tranquille, genre t'inquiète, t'as déjà les cours quoi. Comment réussir à romantiser les études et ne pas déprimer quand l'automne arrive ? #help. Ah là là. Je trouve que ça dépend à chacun. Il y a des personnes qui aiment l'automne, d'autres qui n'aiment pas. Après novembre, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que novembre c'est le mois de la dep. Et comment romantiser ? Tout simplement, je pense, en faisant des petits trucs vraiment clichés, tu sais, de l'automne. Qui te font sentir comme dans un film en fait, même si la vie c'est pas un film, des fois c'est des petits trucs tout bêtes comme ça qui te font sentir comme dans un film. Je sais que la bibliothèque ça fait romantiser beaucoup de personnes quand l'automne arrive, parce que t'as un peu ce truc d'Harry Potter, de film, tu sais, tu vas dans ta bibliothèque, t'as ton petit café, genre ton café vanille, tu sais, de la machine de la fac ou de la machine de la bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est vrai que ça aide beaucoup. Je sais pas si t'arrives à travailler en bibliothèque ou pas, mais c'est trop cool. Travailler en groupe en automne, vraiment, 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 parce que la solitude, elle commence à se sentir quand, tu sais, il fait froid, la nuit, elle tombe tôt, etc. Donc, travailler en groupe, ça aide beaucoup. Et aussi, te faire des breaks, en fait, avec l'école. Genre, vraiment faire des pauses. Le vendredi soir, tu sors pas, tu restes à la maison. Skincare, tu te poses devant YouTube, tu regardes ta vidéo que t'as toujours voulu regarder de Squeezie. Tu commences une nouvelle série aussi, ça peut grave aider, ça, à tenir pour l'automne. Parce que du coup, t'es trop content de rentrer chez toi parce que t'as ta série qui t'attend. Pas dormir trop tard aussi. En automne, c'est le moment où le corps a besoin de plus de sommeil parce qu'il se prépare pour l'hiver.
Donc vraiment pas négliger le sommeil. Et voilà, c'est les conseils qui me viennent en tête. Mais si j'ai d'autres trucs, je vous dirai en story. Mais ouais, je sais pas si t'aimes bien cuisiner ou pas. J'avoue que cuisiner, ça aide trop à romantiser en automne. Ça me fait trop penser à Super Lumos en fait, je sais pas pourquoi. Mais cuisiner, pâtisser et tout, genre... Après, si t'es en médecine, j'avoue, t'auras pas le temps tous les jours de faire ça. Mais quand même, tu prends un petit samedi matin pour toi. Ok, prochaine question. Rien à voir avec l'école, mais j'admire beaucoup ta façon d'être spontanée à la Ibarek. J'ai un peu de mal, j'ai peur du jugement. Tu aurais des conseils, choses qui t'ont fait évoluer. Merci beaucoup déjà, Wafik, ça me fait trop plaisir. Oui, bien sûr que j'ai des conseils, parce que j'ai pas toujours été comme ça. Je pense que un truc qui t'aide beaucoup à être spontané, c'est te dire que, et si tu veux, on en reparlera bien profondément dans un podcast ou quoi, parce que c'est vrai que c'est un sujet très deep. Mais j'ai déjà commencé à en parler dans le sujet, dans le podcast Savoir qui je suis, qui t'aide en fait à être toi-même et à être authentique et juste spontané. Mais c'est de te dire vraiment qu'on est tous des humains et qu'on vit un peu tous la même vie. On a un peu tous eu peur ou peur encore actuellement du regard des autres. On a tous un peu ces petites frayeurs quand t'arrives dans un endroit et qu'il y a plein de gens stylés et que t'es en mode « Oh my god, mais je suis pas stylée moi et tout ». On a tous un peu ces trucs où on se dit « Oh là là, mais je suis pas assez prête pour l'école ». On a tous ces trucs où on se dit « Oh là là, mais je suis en retard » et tout. Enfin bref, en fait on réfléchit un peu tous de la même façon. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont réussi à aller au-delà de ces peurs-là, au-delà de ces anxiétés-là et au-delà de ces peurs d'être jugées, etc. D'autres qui sont restés dedans et d'autres qui font semblant. En vrai, je te conseillerais déjà de te rendre compte qu'on est vraiment tous les mêmes. Il y a personne qui est au-dessus de toi. Il y a personne qui est en dessous de toi. Mais surtout au-dessus de toi. Il y a personne qui est au-dessus de toi. T'es pareil, t'as autant à apporter aux autres. Et peut-être que, dis-toi, peut-être que si tu t'autorisais à être spontané, tu peux aider quelqu'un en face qui, tu sais même pas, est dans le mal. Et en fait, juste ta manière d'être spontanée lui aura fait énormément de bien. Tu sais, faut toujours être gentil. Enfin, tu sais jamais t'as qui en face de toi. Tu sais jamais qu'est-ce que la personne traverse. Et peut-être que ta gentillesse lui fera énormément de bien. Ça aide beaucoup à être spontané. Deuxièmement, te dire que les gens, en fait, ils sont pas focus sur toi comme toi tu peux penser qu'ils le sont parce qu'ils sont focus sur leur propre vie. T'as vu comment toi t'es focus sur ta vie et te dire oh là là mais les gens ils vont peut-être me juger, ils vont peut-être faire ci, oh là là mais je dois réviser ça, oh là là mais je dois acheter ci, j'avoue, oh mais je dois faire ça et tout. T'es focus sur ta vie, t'es pas focus sur la vie des gens ou un tel il est habillé comme ça et tout. Enfin, je pense que si t'es une bonne personne, t'es pas dans cette énergie-là. Donc dis-toi qu'en fait, les personnes en face de toi, elles sont pas comme ça. On est tous omnibulés par nos propres vies et on voit tous que par notre propre nez. Genre, on croit qu'on est le centre du monde et c'est comme ça, on est tous comme ça. Donc, détache-toi de ça parce que dis-toi, une personne que tu vois dans la rue, si t'as envie de danser dans la rue, va danser dans la rue. La personne, elle va t'oublier 5 minutes après parce que son ex va l'appeler, parce que sa mère va l'appeler, parce qu'elle va se rappeler qu'elle a un concours à préparer, etc. On a chacun nos trucs, chacun nos vies, on traverse chacun des trucs différents, mais on est chacun omnibulé, premièrement par nous, nos problèmes, notre vie et ce qui se passe en fait dans nos vies. Donc détache-toi du regard des gens, les gens ils sont pas si méchants qu'on peut le penser, ils sont pas si focus sur notre vie qu'on peut le penser et ta gentillesse et ta spontanéité peuvent faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà. Mais t'inquiète pas, on va bien en parler pendant un podcast là. Laisse-moi juste préparer ça et voilà. Parle-nous un peu de Sciences Po. Est-ce que tu recommandes cette école ou trop surcotée? Alors, moi je pourrais jamais te dire que Sciences Po c'est surcoté parce que je suis consciente de la qualité des enseignements que j'ai. Je vous ai dit, c'est une école que je voulais depuis grave longtemps, donc je suis consciente et je vais jamais faire partie de ces personnes qui ont enfin réussi à aller à Sciences Po et qui vont cracher dessus et qui disent vas-y c'est nul et tout. Non, franchement pas du tout. J'avoue que j'ai galéré pour y aller, je suis très contente d'y être et j'ai conscience de la qualité des enseignements, la qualité des enseignants, la chance que j'ai d'avoir un emploi du temps aussi flexible. Donc non, moi je kiffe. Franchement, moi, je kiffe. Je me rends compte que ce que c'est... Enfin, quand on me disait avant, ouais, Sciences Po dans le CV, Sciences Po dans les contacts et tout, j'avoue que je m'en rends compte. Je suis contente parce que je me dis, ok, c'est pas pour rigoler quand on te dit que ça t'ouvre des portes. C'est pas pour rigoler quand on te dit que, j'avoue, c'est vraiment de la renommée dans ton CV. Mais
comme je vous ai dit, rien n'est parfait. Il y a beaucoup eu de changements dans la direction ces dernières années qui ont fait que tout n'est pas tout beau, tout rose, qui ont fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de CEP, convention CEP, vous savez, les zones d'éducation prioritaire, donc de banlieue. Donc en vrai, ça aurait pu être ma petite sœur ou mon petit frère, qui en fait sont de plus en plus négligés. Tu vois un petit peu un revirement de la part de certains syndicats et de la direction vers quelque chose de beaucoup plus élitiste, où tu te dis ok, là j'avoue on avait un peu progressé et tout, moi j'avoue ça fait que 1 an que je suis là, mais j'ai vu l'évolution des associations comme Ambition Campus, etc. J'avoue c'est trop bien, on a évolué, on a fait écouter nos voix, etc. Parce que j'avoue quand tu vas dans un endroit élitiste, forcément tu te manges des grosses claques. Et on te prend de haut, ton syndrome de l'imposteur arrive, etc. Bref. Donc moi j'avais vu beaucoup d'évolutions, et même quand je parle avec les gens de l'asso qui sont engagés, ils me disent ils avaient vu des évolutions. Mais quand tu vois en fait dans la direction ça change, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Sinon, forcément le slogan c'est vraiment comprendre le monde aujourd'hui pour agir demain, ou comprendre le monde pour agir demain. Et donc, tu apprends énormément de choses sur la diplomatie, sur les relations internationales, même si moi, mon master, il est sur la communication, publicité, on peut dire qu'on est un peu chez Père. Quand même, on reste dans une école de sciences sociales et aussi de sciences politiques, sciences humaines, d'histoire, etc., de philosophie. Donc, ça nous apprend aussi toute l'histoire, les sciences humaines, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que tel pays relationne avec tel pays, la diplomatie, etc. Et t'apprends des erreurs d'avant, et quand tu vois aujourd'hui qu'il se passe des choses abominables partout dans le monde, et qui plus est en Palestine, il y a plein de blocus pour dénoncer ce qui se passe à Gaza, il y a des minutes de silence, il y a des manifestations, mais tout ça pacifiste, tu vois, parce qu'on sait ce qui peut se passer après. Souvent les gens ils sont cagoulés, masqués, parce qu'on sait très bien que derrière il y a des retombées, il y a des étudiants, j'ai entendu, qui se sont fait virer, etc. Et du coup t'es en mode, mais j'avoue c'est un peu contradictoire, parce que t'es dans une école qui t'apprend l'histoire, qui t'apprend le passé, etc., les révolutions, les révoltes, qui t'apprend le droit international, etc. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais j'avoue, quand ça se passe dans l'actualité et que toi, t'ouvres ta bouche, ça passe pas. Comme si aujourd'hui, c'était pas valable. Donc ça, j'avoue que ça m'a un peu choquée. Mais voilà. Sinon, tout ce qui concerne les cours et les professeurs, je suis satisfaite, et vraiment, je suis contente de ce que j'ai. Ensuite, question suivante. Comment t'as réussi à te faire ta place dans des études prestigieuses en tant que voilée ? Oh, waouh. J'ai... comment J'avais très peur. Très, très peur au début, parce que beaucoup de préjugés. Je pensais que voile plus assas est égal, c'est la mort. Moi, j'avais le film Le Brio en tête, vous savez, avec Camilla Jordana. Sauf qu'en fait, c'est vrai qu'il est très caricaturé. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la vraie vie. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai vécu à Assas. En fait, je l'ai vécu un peu de 2 manières différentes, pour être honnête avec vous. Je sentais que j'étais l'intrus. Voilà, je sentais que j'étais l'intrus, qu'on était peu. On n'était pas beaucoup de femmes qui portaient le voile à Assas. Et au début, tu te sens un peu genre pointer du doigt partout et regarder. Et parce que c'est vraiment le cas. Mais après, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait aussi beaucoup de ma part où tellement, en fait, on m'avait pointé du doigt avant du fait que je portais le voile à Assas, etc., que parfois, moi-même, c'est vrai que j'avoue que je m'enfermais un peu dans cette bulle-là, et où je m'isolais par sécurité, par protection, par autodéfense, mais des fois par auto-sabotage. Parce que je pensais que j'étais pas la bienvenue, parce que je pensais que j'avais pas ma place, et c'est là que le syndrome de l'imposteur reprend le dessus, et te dit, mais t'as pas ta place. Donc, des fois, c'était très légitime, mais en fait, un jour, je me suis réveillée, et je me suis dit, mais en fait, je vais juste prendre ma place, parce que je l'ai volé à personne. J'ai pris la lettre de motivation de personne, j'ai pris les résultats scolaires de personne, j'ai travaillé comme tout le monde. Donc si c'est ton cas, dis-toi ça, t'as volé ta place à personne. Si tu portes un voile et que t'es dans des études prestigieuses et qu'on te le fait savoir, ou même qu'on ne te le fait pas savoir, prends la place, prends-la, parce qu'on va pas te la donner. Prends-la, on va pas te la donner, et ça sert à rien
d'écouter malheureusement ce que nos parents peuvent nous dire, parce qu'ils sont venus en France, eux ils ont toujours été éduqués à raser les murs, à vraiment se faire discret, etc. Personne t'a demandé d'être discrète. Vraiment, prends la place qu'il te faut et fais rayonner d'abord ta personnalité avant ton voile. Tu n'es pas juste un voile, t'es pas juste une voilée. T'es d'abord une étudiante, t'as plein de trucs à apporter, t'as des passions, t'es engagée peut-être associativement, etc. Mais ne te réduis pas toi-même à ton voile, sinon les gens vont te réduire à ton voile. Mais si t'arrives dans ton école et que tu fais rayonner d'abord ta personnalité avant ton voile, ça va te permettre, toi, déjà d'avoir beaucoup plus confiance en toi et de te voir autre qu'à travers ton voile, parce que tout le monde nous rabâche, ouais, t'es voilée, t'es voilée, t'es voilée. Non, t'es autre chose qu'un voile, t'es une étudiante, donc n'hésite pas à te mélanger aux autres étudiants. Calcule pas trop à qui tu te mélanges, en fait, si t'as envie, si t'as un coup de cœur sur une personne, va traîner avec cette personne-là, va te faire ami, en fait, avec qui tu veux, mais te freine pas en te disant que comme tu portes un voile, bah les gens vont dire ah elle est ennuyante ou elle pourra pas sortir ou elle fait ci, elle fait ça. Donc déjà dans tes rencontres et tes amitiés, ne te bride absolument pas. Deuxièmement, défends-toi. Si quelqu'un maintenant te réduit à ton voile, en fait, t'auras tellement fait rayonner d'abord ta personnalité pour toi avant ton voile que tu sauras quitter, en fait. Donc tu sauras te défendre. Donc t'auras les outils. Te laisse jamais faire par quelqu'un qui te réduit à ton voile. Jamais, 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 jamais. Que ce soit les fachos à l'école, que ce soit même les gens de notre propre communauté à l'école qui vont te dire ah là là, pourquoi tu fais la Molière à l'école et tout. Les écoute pas, écoute personne, ok? Écoute-toi juste toi. Oublie le fait que tu as un voile sur la tête, parce que ok tu l'as, mais oublie-le, il ne fait pas toute ta personnalité, et je pense que c'est vraiment en réfléchissant comme ça que tu arrives à t'assumer de la même manière que tu te serais assumé sans le voile dans des écoles prestigieuses. Et voilà, c'est qui tu es, d'où tu viens, ne te laisse pas faire et ne te monte pas la tête sur le fait que tout le monde aussi est méchant, parce qu'il y a des personnes qui s'en foutent en fait, et dis-toi aussi que c'est la manière dont toi tu vas te traiter qui va donner le rythme aux gens. Comment ils vont te traiter? Non, c'est pas français. La manière dont tu vas te traiter toi avec ton voile, etc., dans des écoles, dans des facultés, dans des prépas, etc., ça va donner le ton aux gens. Comment ils peuvent te parler. Si tu montres que tu te respectes et que tu te vois beaucoup plus qu'une personne qui porte juste un voile, ils vont te respecter et ils vont te voir beaucoup plus qu'une personne qui porte juste un voile. Excepté, bien évidemment, tous les gros, les cons et tout, hein, bien sûr, parce que ça existe. Mais voilà, je pense que ça va venir d'abord de toi, et puis après, tu feras rayonner ta personnalité au-delà de ton voile. Et si tu croises des cons, si tu croises des racistes, si tu croises des trucs, tu te défends. Voilà, tu te défends, tu te laisses pas faire. Et voilà. Mais entoure-toi toujours de personnes avec qui tu te sens safe dans tes études. Parce que j'avoue, être tout le temps sur la défensive, tout le temps sur les crocs, etc., c'est vrai que c'est fatigant à force. Et t'es à l'école pour étudier, pas non plus pour combattre et te batailler pour te faire comprendre. Si les gens ne te comprennent pas, eh ben, ils n'ont qu'à pas te comprendre et c'est tant pis pour eux. Vraiment. Mais t'as ta place, fais ta place comme tout le monde et vraiment, présente-toi aux gens, non pas comme la voilée, mais comme qui tu es, donc ton prénom, plus tous les attributs que t'as, toutes tes passions, tout ce que tu peux faire dans la vie, tout ce que t'aimes dans la vie. Et évidemment, tu portes un voile, ils vont le voir, t'inquiète pas. Et vous savez qu'en agissant comme ça, je me suis rendu compte que beaucoup de préjugés que j'avais dans la tête étaient faux. Des gens que j'aurais jamais cru... avec qui j'aurais jamais cru parler, rigoler, des professeurs qui paraissaient tellement racistes, alors qu'en fait, pas du tout. Ou d'autres qui le sont, c'est juste qu'ils le savent pas, parce que c'est du racisme banalisé, ou de l'islamophobie banalisée, mais qui se rendent compte en mode « Ah, mais c'est vrai, tu fais ça, mais je pensais que tu faisais pas ça, parce que tu portais un voile et tout. » Enfin bref. Donc des gens, c'est vrai que même toi aussi, en te comportant juste comme toi-même, et en te réduisant pas à ton voile, tu peux aussi ouvrir l'esprit à certaines personnes. Donc en fait, c'est bénéf pour tout le monde. Sois toi-même, te réduis pas à ton voile, assume-toi et impose-toi là où tu veux être et te mets aucune limite, vraiment. Ce que tu as fait à côté de l'université en licence pour étoffer ton CV. Excepté du coup l'échange universitaire qui a étoffé pas mal, je vais parler des autres trucs. Déjà, l'engagement associatif, ça aide de fou à étoffer le CV.
Parce que c'est vrai que je m'étais engagée un peu à droite à gauche, etc. Comme je vous ai dit, quand je voulais me réorienter, j'ai fait un stage aussi bénévolement dans un média associatif. Ensuite, les jobs étudiants, ça a aidé pas mal aussi, genre babysitting, serveuse. J'ai été community manager aussi dans des restos, cafés et tout de ma ville. Dites-vous, j'ai été community manager d'un grec. Et il n'y a pas de honte en fait, mais c'est comme ça que j'ai commencé un peu à aider pour faire des pubs, des flyers et tout. Et c'était grave formateur au début. Bref, big up au grec, je ne dirais pas le nom, mais c'était très marrant. Et je le mettais très bien au début dans mon CV. Quoi d'autre? Des projets aussi que j'ai fait quand j'étais en licence. C'est vrai que j'avais commencé les réseaux sociaux, donc je le disais que je faisais des TikTok, que voilà. Mais je le disais de façon professionnelle. Créatrice de contenu, créer du contenu plutôt lifestyle, axé sur mes passions, mes voyages, mes études, etc. Donc ça, je l'écrivais même si j'avais du mal. J'avais pas conscience que ça allait être aussi valorisé, le fait d'être sur les réseaux et de faire du contenu à côté des cours. Donc ça a étoffé mon CV. Ensuite, quoi d'autre ? Après, j'avoue, je crois qu'on a tous mytho sur notre CV. Hein. Genre, je crois que j'avais dit... je crois que j'avais dit voyage solidaire au Maroc et tout. Mais c'est juste parce que je vais tous les ans au Maroc, en fait. Et que, voilà. Donc ça, j'avais dit ça. Sinon, j'avais dit quoi d'autre? J'étais partie en 3e à Londres avec le collège. Je l'avais écrit aussi. J'avais mis voyage linguistique. Et sinon, ce que je mettais, c'est ce que je faisais en fait dans les assos. C'est des projets qui paraissent des fois anodins, mais en fait, c'est bien de le mettre. En fait, j'ai capté que dans ton CV, il faut mettre des trucs qui sont en lien avec ton projet professionnel. Et ça, je l'explique très très bien si ça t'intéresse dans la vidéo « Comment préparer mon oral à Sciences Po ». Des petits projets comme ça, des petites activités, des sports, plein de trucs que tu as pu faire dans ta vie qui t'ont appris au moins une qualité ou au moins un skills en rapport avec ton projet professionnel, en rapport avec tes études. Par exemple, je voulais postuler donc à la licence Assas pour une réorientation. Sauf que je viens quand même avec un bagage d'économie. Qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai expliqué que déjà, j'ai fait un échange à l'étranger, donc ça m'a quand même pas mal ouvert l'esprit. J'ai pu prendre de la hauteur sur ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, etc. 2, j'ai appris l'anglais. 3, sur les réseaux sociaux, je fais du contenu, etc. En plus, à l'époque, j'avais 2000, je crois, 2-3 000 abonnés. C'est quand même beaucoup, mais j'avoue que c'est pas les 130 000 d'aujourd'hui. Mais quand même, j'ai dit que voilà, j'ai réussi quand même à monter une communauté de 3000 abonnés, que c'est énorme, que 3000 personnes, c'est énorme, que c'est des personnes qui me ressemblent. D'ailleurs, big up à vous, hein. Si vous êtes toujours ici, là, big up à vous, les anciens. Que je crée autour de ma passion, que vraiment je m'en fous des chiffres. Moi, ce que je fais, c'est vraiment juste pour avoir une sorte de blog à côté des cours, parce que j'ai pas aussi peur de la résilience que j'ai appris pendant mes années de boxe. J'ai un côté très créatif, parce que quand j'étais petite, je faisais du dessin, et que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans ma création de contenu. Voilà, j'ai une grande capacité d'adaptation, parce que quand j'étais dans des associations et que on avait des merdes qui nous arrivaient, on arrivait tous en groupe dans l'asso à rebondir, à trouver des solutions. Donc moi, en travaillant en groupe, j'ai appris à rebondir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, c'est des petits trucs comme ça que tu fais dans ta vie, que tu arrives à étoffer, que tu arrives à mettre en avant, à mettre en valeur. Mais c'est ça le plus important. C'est ça le plus dur en fait, c'est réussir à ressortir des trucs, extraire des trucs de ton parcours. Parce que oui, t'avais des trucs, c'est obligatoire. Même si t'es pas parti à l'étranger, t'as forcément un jour parlé avec une association ou, je sais pas, parlé avec la maison des lycéens ou tu vois, des trucs comme ça. Donc bref, tout est à valoriser. C'est juste une question d'angle et comment est-ce que tu le mets en avant en fonction de ton projet. Qu'est-ce que tu étudies à Sciences Po? Alors, à Sciences Po, du coup, je suis en master de communication, médias et industrie créative. C'est un master très large. Dans ma promo, il y a des gens qui veulent, par exemple, travailler dans le cinéma, d'autres dans la musique, d'autres sur les réseaux sociaux, d'autres en publicité, d'autres en communication corporate, vraiment faire la communication des entreprises, d'autres faire de la communication pour la banque, enfin bref. Et puis après, dans ce master-là, les cours, ils sont à la carte, donc tu peux prendre un peu ce qui te convient et ce qui te plaît en fonction de toi. T'as un tronc commun
où dans ce tronc commun, tu peux retrouver des étudiants de tous les masters de Sciences Po. Donc, c'est des matières assez générales. Par exemple, là, j'avais de la biologie. Voilà, ce semestre-là. Et après, tu as des cours un petit peu plus professionnalisants. Par exemple, j'ai pris des cours de finance des entreprises de la com, qui t'aident en fait à gérer les finances quand tu tiens un média, quand tu tiens un média, quand tu as une agence, quand tu es entrepreneur, etc., etc. Donc c'était un cours super cool. Genre vraiment, on apprenait la comptabilité, etc. Comme j'ai pu avoir des cours sur les réseaux sociaux, où tu apprends l'avenir des réseaux sociaux. C'est ça, je vous ai dit, le cours excellent là, avec Michel Benzeno, qui est l'ancienne directrice générale de Webedia. Ce cours excellent. Où tu apprends vraiment l'avenir des réseaux sociaux, tu apprends les statistiques, tu essayes de voir comment ça a évolué, la creators economy, tu te rends compte que c'est un vrai métier, qu'il y a énormément de métiers qui se créent, qu'il y a plein d'investissements qui se font, qu'aujourd'hui le marketing de l'influence, enfin les investissements dans le marketing d'influence ont dépassé les investissements dans le marketing classique. Donc tu te rends compte que, ah ouais, ok, la creators economy c'est une dinguerie, les réseaux sociaux c'est un vrai métier, il y a énormément de métiers qui sont cachés derrière. Il y a plein de gens qui travaillent dur pour ça. J'ai eu des cours sur l'histoire du marketing, où tu étudies toutes les publicités de Nike, de Lacoste. J'ai eu des cours aussi sur la stratégie de communication. En fait, c'est des trucs assez larges. J'ai des potes qui ont des cours sur l'industrie de la musique. Je vous invite vraiment à aller voir la maquette pédagogique. Mais tu peux trouver des cours d'un petit peu tout, tant que ça touche aux industries créatives, aux médias ou à la communication, parce que c'est pas la même chose. Et les débouchés sont différentes, mais voilà. Voilà. Et je m'y plais vraiment beaucoup. Genre, je regrette pas du tout de m'être réorientée. Vraiment pas. Et c'est ultra en lien avec ce que je fais sur les réseaux, parce que l'un et l'autre se nourrissent. Et j'apprends encore mieux à créer ou à penser mes histoires, à faire mon storytelling, etc. grâce à mes cours. Et mes réseaux sociaux m'aident encore plus à comprendre mes cours. Donc, c'est vraiment le combo excellent. Prochaine question, c'est mieux de se réorienter en milieu d'année ou de finir l'année avant de se réorienter en gros? Parce que j'ai pas la fin de la question là. Et ben moi je te conseillerais de finir ton année. Pourquoi? Parce que généralement les années universitaires à l'école ou en BTS, etc., ça commence au début d'année, donc en septembre, année scolaire. Et donc si tu veux te réorienter, je te conseillerais quand même de terminer, de donner tout ton max, tout ton dernier jus pour avoir les meilleurs résultats possibles, pour justement montrer à quel point tu es motivé de quitter et d'aller dans l'autre, tu vois. Donc de donner ton meilleur, vraiment tout ton possible, en ayant en tête que tu vas te réorienter, et de garder tout le temps que tu as à côté des cours pour chercher des formations qui te conviennent mieux, aller aux portes ouvertes, parler à des étudiants, que ce soit sur LinkedIn, ou quand tu vas dans les facs que tu aimerais bien aller, etc. Mais vraiment, je te conseillerais de terminer l'année pour avoir une cohérence, entre guillemets, dans ta réorientation et montrer que c'est pas juste tu voulais te réorienter et te barrer parce que t'aimes pas l'école. T'es capable de prendre sur toi un petit peu et de terminer l'année à venir. Je pense aussi que ça doit dépendre des contextes, parce qu'il y a des facs qui commencent en octobre. Donc si t'es en septembre et que t'as déjà commencé et que tu veux vraiment te barrer et que tu sais très bien pertinemment que tu pourras commencer une nouvelle année en octobre, en vrai, c'est grave jouable. Et franchement, let's go. Mais j'avoue, si t'es déjà au milieu d'année et qu'il te reste qu'un semestre à terminer, termine l'année et après, comme ça, tu pourras monter un dossier béton. De toute façon, c'est généralement vers mars que les inscriptions se font pour l'année d'après. À vérifier sur les sites, évidemment, de chaque école ou université, mais voilà. Autre question sur la réorientation, comment tu t'es réorienté sans recommencer en L1? Alors comment est-ce que j'ai fait? Je savais pas du tout que ça existait, les passerelles. Comme je vous ai dit, je pensais vraiment que j'allais tout recommencer. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis informée partout. C'est vrai que c'est compliqué à la fac de se réorienter parce que t'as pas de prof... comment ça s'appelle? Tu vois, ton professeur référent que t'as au lycée là...
professeur, bon je sais plus, t'as pas de conseillère d'orientation, donc c'est vraiment toi livré à toi-même. Donc ce que j'ai fait, enfin comment j'ai fait, je me suis informée partout où je pouvais, j'en ai parlé à des étudiants que je connaissais qui étaient plus grands que moi. Est-ce que vous savez comment on fait pour se réorienter, etc., etc. Au début, tu passes vraiment pour la relou de service, mais avant de poser des questions, je te conseille vraiment de faire tes recherches par toi-même pour pas que les gens te voient comme une assistée et relou, parce que ce sentiment, il est horrible quand on te répond pas parce qu'on se dit mais en fait la personne n'a vraiment pas fait ses recherches. Donc fais tes recherches par toi-même aussi sur les sites, vraiment. Et moi comment j'ai fait, j'ai trouvé un site en fait je trouvais tout le temps en bas des sites vous savez le contact, et je trouvais souvent les contacts des administrations ou des services d'inscription, ou les numéros de la fac. Et j'envoyais des mails. Oui, bonjour et tout. En plus, il y avait ChatGPT à cette époque qui avait existé, enfin qui était déjà là. Donc, je lui demandais de m'écrire des mails pour m'aider à expliquer, voilà, j'ai envie de me réorienter. Si et seulement si les informations n'étaient pas dispo sur le site. Sinon, sachez qu'ils vont jamais vous répondre parce qu'ils ont plein de trucs à faire et qu'ils n'ont pas que ça à faire de vous expliquer des choses qui sont déjà faites sur le site. Et ça, je l'ai compris puisque je me suis mangé plein de rocales dans les mails. Une question où je sais que la réponse n'était pas sur le site, comme ça, j'ai une petite brèche comme ça. Et j'ai envoyé un mail. Bonjour madame, tatata, je suis blablabla. Je suis Sophia, nanana, j'ai pour projet de me réorienter car je suis vraiment intéressée par votre formation, etc. etc. Et me demander, et là je pose une question où je sais pertinemment que la réponse n'est pas sur le site, comme ça la meuf va me répondre, petite brèche, et voilà. Et donc en parlant, je me suis rendu compte avec mon ancienne responsable de la licence à Assas, là, elle m'a dit mais en fait t'es pas obligé de te réorienter parce que des passerelles existent, et voilà, et bam. Et en fait c'est en discutant que je me suis rendu compte que ça existait. Donc ça s'appelle passerelle. Si jamais tu veux regarder directement pour ta fac ou quoi, essaye de regarder si ça existe, ou ton école ou quoi, essaye de voir si ça existe. Sinon envoie des mails pour voir si ça existe, parce que des fois je pense qu'ils ne le disent pas trop pour pas que tout le monde le fasse. Ou alors, va toquer directement à l'université, l'école, pour poser la question de vive voix. Et ça montrera ton intérêt et ta motivation. Et je pense que ça va leur plaire. Comment tu fais pour avoir du temps pour l'école, les réseaux et surtout toi? C'est dur. J'apprends de plus en plus. Je suis toujours en apprentissage en vrai pour essayer d'avoir le meilleur équilibre pour moi, mon corps et tout. Et c'est vrai que je m'oublie très souvent. Très 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 souvent je m'oublie dans le sommeil, dans la bouffe, dans tout, parce que en fait je suis trop obsédée par tout ce que je commence. Donc les cours, vraiment je peux être obsédée et dormir à je sais pas quelle heure parce que je suis en train de réviser. Un montage pareil. Et donc pour répondre à la question, un montage ça me prend combien de temps? Ça dépend. Un réel, ça peut me prendre genre du réel le plus simple, ça peut me prendre entre 30 minutes à monter et 8 heures. Vraiment, ça dépend du montage. Quelque chose de vraiment bien écrit, storytellé, etc., ça peut me prendre 8 heures. Quelque chose de vraiment très simple, genre une trend, ou quelque chose avec juste une musique, un outfit et tout, 15-30 minutes, pas plus. Donc c'est très très rapide, ou très très long, ça dépend. Et une vidéo YouTube, par contre, ça me prend minimum 20 à 25 heures. Pour les séries Back to School, je crois un petit peu moins. Parce que comme je me mettais un peu moins la pression pour le montage, peut-être qu'on sera autour des 15 heures. Mais pour les vlogs YouTube voyage, ça peut monter très très fort. Genre, ça peut vraiment monter à 35 heures et tout, 35-40 heures même, ça m'est déjà arrivé pour un et même montage. Donc en fait, est-ce que c'est pas un CDI que j'ai, parce que dans une semaine, je peux passer 35 heures sur la même vidéo. Vraiment, genre toute la journée, je suis sur la même vidéo, je fais ma pause. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que c'est un taf où t'as pas vraiment de pause. Genre, le soir, j'ai pas ma pause, voilà. Mon cerveau, il est tout le temps en train de réfléchir à ça parce que c'est une passion. Et c'est vrai que des fois, ça m'use vraiment. Et j'arrive pas à prendre de temps pour moi. Mais j'essaye de plus en plus à prendre du temps. Pour répondre à ta question, comment j'arrive? En vrai, j'arrive pas toujours. Mais j'essaye. Après je suis bien entourée et tout, donc j'essaye vraiment de leur dire, ouais, quand vous voyez que je commence à vriller et à trop parler taf, coupez-moi, genre vraiment. Et voilà. Et je prends des fois des pauses
ma vie sociale, c'est vrai elle prend un coup de fou, parce qu'on peut croire que j'ai une vie sociale de fou, alors qu'en vrai, je suis vraiment la pote qui dit tout le temps, ouais, j'avoue, là, je suis pas dispo, viens, on se voit après et tout. Et ça me fait trop mal au cœur, parce que vraiment, mes potes, je les aime trop. Mais souvent, je suis derrière mon ordi. Vraiment, souvent, c'est un taf très sédentaire. Et j'aimerais bien prendre plus de temps pour eux et pour moi et ma famille et tout. Mais je pense que ça arrivera avec le temps. En tout cas, j'ai fait beaucoup d'efforts, donc je suis fière de moi, mais j'avoue que l'équilibre, il est pas trop là. Et pour le sommeil, pareil. Et voilà. Et pour mes montages, j'ai répondu à la question. Voilà les gars pour ma FAQ extrême, genre vraiment de l'extrême. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. J'essaierai d'y répondre au maximum. Et voilà, ça m'a fait grave plaisir. C'était ultra cardio cette vidéo. Mais je suis trop contente parce qu'au moins on a mis toutes les choses au clair. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. C'est déjà la fin de la série, je suis dégoûtée. Mais voilà, c'était trop un plaisir. Je suis trop contente vraiment de vous montrer encore plus ce côté étudiant, parce que avant j'avais pas le temps tellement j'étais à fond dans les préparations de concours, pour les exposés, l'école et tout, que comme je vous ai dit, j'étais trop concentrée sur l'école et pas assez sur les réseaux, mais c'était question de priorité. Maintenant j'ai beaucoup plus de temps, donc je pourrais vous expliquer toutes mes années précédentes et tous les conseils que j'ai pour les concours, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Vous êtes des Brain & Beauty, ne l'oubliez pas. Je vous fais de gros bisous, restez concentrés et prenez soin de vous. Je vous aime fort. Gros bisous.